Bonsoir à tous et bienvenue sur le Zone 2 Podcast, épisode numéro 2. À la base, on avait promis d'en faire plus souvent, mais bon, on a été pris par le travail. Ouais. Du coup, petit rappel sur le nom du podcast. On parle pas que de Zone 2. On l'a appelé Zone 2 Podcast parce que vous pouvez l'écouter. Si c'est 1% du podcast, c'est pas mal déjà. Ouais. Si c'est un podcast que vous pouvez écouter en faisant votre Zone 2, du coup, on a décidé de l'appeler Zone 2 Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter quand vous allez balader votre chien ou quand vous cuisinez, sortez de la vaisselle. Mais c'est pas le sujet exclusif du podcast. C'est pas le sujet unique. C'est pas le sujet exclusif. Voilà. Même si là, en l'occurrence, on va en parler un peu aujourd'hui. Du coup, petit point pour aujourd'hui. En gros, on a pris, ça fait quoi, plus de 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast. On a fait le dernier en janvier, je crois. Ouais. Il y a eu les quarts, il y a eu les Open qui nous ont pris beaucoup de temps. Du coup, petit temps de pause pour nous, pour se concentrer vachement sur se déplacer dans les box à chaque fois pour les Open, organiser les quarts à notre box. Bon, je pense que la vague de critiques sur les quarts est passée, donc on va pas trop revenir dessus. Enfin, on pourra discuter vite fait de la programmation un petit peu, et tout. De la mais programmation voilà. quand même. Et aujourd'hui, on voulait dédier ce podcast un petit peu aux réseaux sociaux, qui sont pour moi et je pense pour nous les grands gagnants des Open, qui ont massacré tout le monde cette année avec tout ce qui est petits posts excuses, petits trucs comme ça. Et du coup, on va commencer en parlant de ça. Après, il y a eu des posts excuses et il y a eu des posts qui trollaient les excuses. Aussi, ça aussi, c'était ridicule. Ça faisait du bien, mais bon. Et on avait reçu une question par rapport à ça. Donc je pense qu'on va attaquer direct là-dedans. Donc en gros, c'est des questions que les gens ont posées. Ouais, et que... rapproche-toi un peu plus. Ouais, c'est bon. C'est des questions que les gens ont posées. Ouais. Et du coup, on y répond. On a mis un sondage vite fait en story. On a eu plusieurs questions. On a eu une question qui était comment utiliser les réseaux pour se développer en tant que coach. Donc comment nous, par exemple, on les utilise et comment on peut se démarquer grâce à ça. Très bonne question d'ailleurs. Vu qu'aujourd'hui, le CrossFit, c'est un sport qui est extrêmement présent sur Instagram, majoritairement, et sur YouTube. Comment on peut l'utiliser à notre avantage. Les gars, je vous laisse. Ruben, toi, quand t'as commencé, comment t'as abordé le truc avec le MF? Je vais raconter la petite histoire. Ouais, les gens seront contents. Rapido. Non, en gros, moi quand j'ai commencé. Mais non, ça fait que 15 fois que je l'entends. c'est pas vrai, les menteurs. Je rigole. Les menteurs. Non, en gros, moi j'ai commencé. Alors, au tout début, c'était. J'avais créé le compte EMF pour mettre des séances. En fait, tous les jours, je postais une séance. Gratuitement. Donc, j'ai commencé comme ça. Et le but, c'était juste déjà de commencer à avoir une base de followers, clairement. Après, avec les séances, de temps en temps, les jours où il n'y avait pas de séance, genre les jeudis, les dimanches, etc., je faisais des posts sur l'entraînement aérobie, des trucs que j'avais appris à la fac à l'époque, parce que je sortais à peine de ma 3e année. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai tenu le truc pendant plus d'1 an. Ouais, tous les jours. Tous les jours, il y avait une séance qui était postée. Dès que je me levais le matin, je postais la séance en fait. Et après, quand je suis rentré du Canada, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté un micro, et je me suis dit, go faire des vidéos YouTube où on parle de sujets qu'on n'aborde pas forcément dans le monde du CrossFit, donc l'entraînement en autorégulation, l'entraînement physiologique qui maintenant est beaucoup plus présent avec tous les posts sur la zone 2, les vidéos sur ça, etc. Mais à l'époque, l'oxymètre musculaire, c'était pas encore connu, et j'avais fait une vidéo dessus. Et je me suis dit, essaie d'apporter ce que tu penses que tu peux apporter en plus, la plus-value que tu peux apporter. C'est comme ça que j'ai commencé, avec une très mauvaise caméra. Et au final, petit à petit, il y a eu une base de followers qui s'est faite, et ça a commencé comme ça. Et au début, du coup, il y avait aussi cette volonté d'importer un peu ce que tu voyais dans le contenu anglophone, pas mal en France. En fait, je voulais faire un hybride entre ce que j'avais vu au Canada et ce que j'avais appris à la fac. Ouais. Parce que j'avais un pied dans le CrossFit et un pied dans la prépa physique à la fac, et je voulais amener les bonnes choses de la préparation physique au CrossFit compétitif. Ouais. C'était ma volonté au début. Ouais. Et du coup, tu peux être le meilleur. C'est ce que je me disais à l'époque, tu peux être le meilleur coach du monde, avoir fait une licence, un master, un doctorat même. Si personne ne le sait, personne va venir te voir pour commencer à coacher. Et moi, j'avais envie de coacher, j'avais envie d'avoir des gens en remote coaching, en coaching à distance. J'avais envie de me développer, entre guillemets, de vivre de ça, pas faire que des heures dans des box en coaching physique. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
être coach, enfin, c'est indissociable d'avoir une personnalité en ligne et une présence en ligne. Bah déjà pour moi les réseaux j'ai jamais trop utilisé cet outil là moi personnellement parce que Théo tu l'as fait pour nous en gros et moi ceux qui me connaissent personnellement ils savent que c'est un truc qui me dépasse un petit peu que c'est un truc que j'ai du mal avec mais ouais c'est quand même pas indispensable parce que je pense qu'il y a toujours moyen si on veut faire du one-one pas forcément du crossfit mais du one-one en vie réelle, on va dire. Tu rencontres des personnes, tu discutes et tu leur vends le truc, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça marche le mieux et c'est comme ça qu'on gagne le mieux notre vie au final. Ouais. Sur le coaching one-one, là, on taux horaire, on gagnerait beaucoup plus. Bon, ouais, après, c'est comme au début, nous, avec EMF, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on puisse. Après, le coaching one-one, le problème, c'est que, imaginons que tu as un coach. On parle de coaching physique. Hein. On parle de coaching physique, voilà. Pas en remote, ouais. Le problème du coaching one-one, si tu n'utilises pas les réseaux, entre guillemets, c'est que la plupart des coachs qui font à l'ancienne, un petit peu avec leur carte et qui essaient de choper leur base de clients, souvent, ils commencent par des salles de fitness classiques où ils doivent payer un loyer qui est souvent très cher. Ouais. Et les réseaux sociaux, ça peut être un outil d'émancipation, on va dire un peu de ça. Parce que t'es pas vraiment souverain de ta base de clients, tu la chopes à la salle où tu payes ton loyer. Et les réseaux sociaux, ça peut être l'outil qui te permet de t'émanciper de ça, entre guillemets. Oui, en gros, mon idée, c'était aussi tu peux te démarquer de ça, enfin te détacher des réseaux sociaux. Ah oui, si tu veux. En mode, il y a toujours des regroupements d'entrepreneurs, etc. Des mecs qui font... En plus, de plus en plus, les mecs font attention à leur santé, donc je pense que c'est quand même possible de travailler sans les réseaux en étant coach. Oui, et dans le crossfit Dans le crossfit, c'est compliqué, je pense. Alors, ça dépend. Est-ce que tu parles dans le crossfit? Ça dépend de l'ambition. Est-ce que tu veux ouvrir une box et faire marcher ta box? Ou est-ce que tu veux faire comme nous, avoir des clients à distance en remote? Ou est-ce que tu veux faire un peu des deux? Ça dépend de l'ambition. Je pense que l'ambition de pas mal de coachs aujourd'hui, c'est de développer leur présence en ligne. Enfin, en fait, surtout d'avoir une prog et d'avoir un système qui leur permet de récupérer des gens à distance, puisque c'est clairement le plus rentable et ça te permet d'organiser ta journée comme tu veux et tout ça. Et t'as moins la contrainte d'aller coacher des gens. Après, c'est un autre métier. Hein. De quoi? Le remote et le coaching groupe classe. Ouais. Enfin, c'est un autre métier. C'est une autre dimension du métier. C'est comme... dans la cuisine, t'as le pâtissier et le mec, le commis qui s'occupe toujours du même truc dans un restaurant. Là, c'est un peu ça, quoi. T'as le coach qui fait les groupes classes, le coach qui fait... Alors, nous, on fait les deux, en l'occurrence, avec Jules. Mais c'est quand même pas du tout pareil. Faut que les gens qui regardent et qui regardent le podcast comprennent que c'est vraiment, vraiment différent. Ouais. Un coach... physique présentiel qui fait des heures à une box n'est pas forcément un bon remote coach. Et vice versa. Ouais. Mais je pense que... Après, moi, je pense qu'il y a un ordre. Il y a un peu une dialectique dans le sens où commencer directement par du remote, c'est très compliqué. Parce qu'il faut d'abord se faire la main en coachant du physique, voir les défauts techniques, donner des feedbacks, voir ce qui fonctionne le mieux, quelle correction technique marche le mieux, quels défauts reviennent souvent. Ouais, ça, c'est pas forcément besoin de coacher. Juste tu t'entraînes avec tes potes, déjà ça suffit, tu vois. Ouais. Mais par exemple, tes défauts à toi, ça vont pas être les mêmes que les défauts de tous les 18 personnes que tu vas coacher. Oui, bien sûr, mais déjà juste beaucoup pratiquer, ça passe par c'est déjà la clé avant de vouloir être coach. Oui, après, moi je sais que dans mon histoire personnelle, le fait d'avoir fait des groupes classes, ça m'a quand même bien fait la main. Avant de passer sur du remote, même s'il y a une dimension totalement différente où le remote, disons que le remote, la personne elle vient te voir avec une problématique et toi tu dois essayer de la régler, tu fais passer des phases de test et il y a l'échange de tous les jours ou toutes les semaines, les feedbacks et vraiment t'es sur la personne et tu lui envoies ses séances, elle les fait, alors que le groupe classe, t'es à la boxe, t'as les personnes qui viennent à midi, tu sais qui elles sont, les personnes qui viennent à 16h, tu sais qui elles sont et... Une fois qu'elles ont fait leur groupe classe, c'est fini. Il n'y a plus de lien, entre guillemets, jusqu'au lendemain si tu refais leur cours et qu'ils reviennent. Alors que le remote coaching, en fait, tu peux recevoir un message à 22h. Quoi.
C'est un autre boulot, ouais. C'est notre boulot. Du coup, pour revenir à ce que tu faisais au début, et après quand je suis arrivé dans la team et qu'on a continué ce truc-là et que j'ai pris en charge toute cette partie-là de communication, de développement et tout, comment utiliser les réseaux pour se développer en tant que coach, c'est une question ultra large, mais je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, enfin ce qu'on fait et ce que les gens qui réussissent font, c'est créer du contenu intéressant, divertissant et surtout se démarquer, parce qu'on est dans un business où il y a tout qui a déjà été dit, il y a tout qui a déjà été fait. Les vidéos de mouvement, elles ont été faites de partout. Tu tapes comment faire un ring muscle up, il y a peut-être 50 vidéos de tous les athlètes des games qui ont leurs vidéos spécifiques et tout. Et ce que je vois moi beaucoup quand je fais des veilles sur les réseaux et que je regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche, c'est qu'il y en a beaucoup qui essayent de rentrer dans un moule et genre qui ont du mal à se démarquer en fait. Trop de mimétisme. Trop de mimétisme, vraiment trop de mimétisme, les mêmes contenus tout le temps, les mêmes vidéos, 3 tips pour faire tel truc, 3 tips pour faire tel truc, 3 erreurs, machin. En fait, certes, c'est cool, c'est du contenu qui fait des vues, qui est propulsé par l'algorithme parce que y a toujours des gens en demande de ce contenu-là, mais c'est pas ça qui va vous différencier de la concurrence. Et c'est du contenu plus poussé et surtout qui montre en fait votre personnalité en tant que coach ou en tant que structure de coaching et tout ça. Quand tu regardes genre Train Think Tank et Invictus, CrossFit Mayhem et tout, il n'y a pas un truc de tips. Non. T'as que des workouts, t'as que des trucs un peu fun. C'est ça. En fait, parce que eux, ils ont réussi à développer leur marque, mais vraiment leur marque unique, qui est TTT ou Mayhem avec Froning, toute la team et tout. Et du coup, cette marque-là prend le relais. Mais en fait, il y a beaucoup de coachs qui se disent pour y arriver, les autres, ils ont fait des vidéos tips, donc moi aussi, je vais faire des vidéos tips. Alors qu'en vrai, il y en a déjà trop. Et si t'ajoutes rien avec ce contenu-là, c'est-à-dire que si tu proposes pas un truc en plus, c'est-à-dire un twist unique sur, par exemple, comment faire des muscle-up, comment passer les DU, là il y a les crossovers qui sont sortis, genre comment apprendre les DU à travers un autre truc, si tu n'infuses pas un petit peu de ta personnalité dans ce contenu-là, tu vas jamais te démarquer et sortir du lot, quoi. Donc un conseil que je donnerais global, c'est ça. Et ne pas hésiter à mettre en avant sa personnalité et pas se cacher en fait derrière des trucs génériques pour se dire allez, je vais faire mon bis comme ça, quoi. Et ne pas surcomplexifier, pas tomber dans le piège de vouloir à tout prix se démarquer, à tout prix, et faire des trucs qui n'auraient pas de sens, entre guillemets, mais des trucs bêtes, comme, par exemple, des fois, nous, on faisait des vidéos sur comment bien réussir un burpee. Tout le monde se dit, un burpee, c'est un burpee, mais non, en fait, pour le compétiteur, chaque détail compte, et au final, la logique que je pense que les coachs devraient prendre, c'est quelle plus-value, moi, je peux apporter au client. Et au métier, entre guillemets. Et surtout, qu'est-ce qui va faire qu'une personne, elle va regarder cette vidéo et elle va se dire tiens, cette vidéo m'apporte une perspective unique sur ce contenu-là, parce qu'à un moment donné, faire des burpees, je veux dire, un burpee, c'est peut-être le premier mouvement dans le CrossFit, il y a des vidéos de partout pour savoir comment les faire, de gens bien plus doués et tout ça. Maintenant, c'est par exemple la vidéo qu'on a faite, je sais pas si on est les seuls dans le CrossFit à avoir analyser ce truc-là de Medeiros, le petit pas et tout, mais en tout cas c'était un twist unique à apporter et c'est ça qui est intéressant dans le contenu qu'on propose. En plus ce qui est intéressant c'est que c'est entre deux compétiteurs de très haut niveau et c'est qu'on n'a pas pris monsieur et madame tout le monde qui faisait un bar facing burpees et Medeiros, parce qu'en fait un mec dans une box qui veut faire des burpees, il n'arrivera pas à bouger comme Medeiros et aussi vite parce qu'il n'a pas les mêmes capacités, mais un mec qui veut aller chercher quand même de la perf, il peut tendre vers ça. Fikowski, il avait fait un post sur ça, il avait dit, genre, on lui avait des questions-réponses. La question, c'était comment devenir fort au burpee. Il avait dit, tu regardes les mecs forts au burpee au Games et tu fais pareil. Tout con, tu vois, mais en fait, c'est un peu ça qu'il faut vers tendre, même si on n'y arrivera jamais à bouger comme eux, peut-être parce que eux, ils ont une capacité hors norme. Mais je pense qu'il faut essayer de tendre vers ça, en tout cas. Non, mais il y a des choses faisables. Par exemple, quand on prend le burpee et qu'on parle du petit pas, mais après tu tourner dans un sens, après dans l'autre. Faut tendre vers ça, tu vois. C'est ça, exactement. Mais il faut pas essayer d'être dans le mimétisme, parce que tu fais le mimétisme de Medeiros, tu fais 20 burpees. Terminé. Tu fais tes 20 burpees, tes 20 deadlifts et hop là. Mais déjà, tu peux commencer à faire le même geste plus lentement. Oui, voilà, mais... Et un deuxième point, je pense qu'il faut aborder, et un truc que tu avais tendance à faire au début, c'était de créer du contenu trop poussé ou trop en profondeur. Et en fait, souvent, ce qui se passe, et ce que j'ai analysé quand je vous ai rejoint au début, c'est que les coachs ont tendance à créer du contenu en pensant que d'autres coachs vont regarder leur contenu. Mais c'était ma volonté au début. Voilà, en gros, c'est... Mais il y avait des trucs qui avaient bien marché. Oui.
Par exemple, notre vidéo Drameur où on analysait le Willy Georges avec Jérémy Azou, champion olympique, et ben en fait, ça avait beaucoup marché auprès des coachs. Ouais. Les mecs qui n'étaient pas coachs, ils disaient que ça servait à rien. Alors que les mecs qui étaient coachs, ils disaient ouais, super analyse, machin, on a pris des trucs. Ouais. Bah, parce que cette vidéo-là, elle était tournée d'une manière où c'était quand même attirant pour le crossfitter basique, parce qu'en fait, tu compares un spécialiste et un généraliste, en fait, enfin, même si Willy Georges, c'est un spécialiste du crossfit, mais tu compares deux techniques, donc il y avait quand même ce twist-là. Alors que si on avait fait une vidéo de 40 minutes sur analyser la technique de Jérémy Azou seul au rameur, il y aurait peut-être eu 150 vues, tu vois, ce jour, et c'est tout. Franchement, 150 vues, ça aurait été beau, hein, ça aurait été... 40 minutes de mec qui regarde un gars tirer, ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je vois beaucoup de contenu passer qui est très, très, très rébarbatif. En fait, des carousels de 10 slides où il y a balle de texte, où c'est pas du tout synthétisé. Il y a un mot sur 3, c'est un mot tiré d'un compte rendu de fac ou d'une étude trop spécifique. Et en fait, je comprends la frustration de ces coachs-là qui se disent putain, mais je mets en avant du contenu intéressant, je mets en avant mon savoir, je mets en avant mes cours et tout, et j'arrive pas à faire des likes. Oui, parce que ton client idéal, il est pas intéressé par ce genre de contenu-là, en fait. C'est trop poussé, c'est trop scientifique. Ouais, mais au final, on a beaucoup plus de coachs en tant que client que de personnes lambda. Oui, mais je parle pour un coach générique qui veut juste choper des clients et avoir une petite base. Mais c'est vrai que ces postes-là aident, mais il faut savoir faire le mix. Ouais. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, les mecs prennent leurs cours de fac, les mettent soit les films en vidéo ou les mettent sur une description comme ça, et ils disent bon bah voilà, c'est mon contenu. Et après, s'étonnent qu'en fait, ça marche pas, ça prend pas et tout. Et très souvent, il y a le retour qui est je comprends pas pourquoi ça marche pas, mon contenu il est intelligent, là j'ai bien formulé et tout, les gens ils like que des trucs de fou, des games machin. Bah ouais, parce que ton contenu il est pas assez synthétique et il parle pas à ton client, quoi. Oui, mais c'est un peu la discussion qu'on avait eue quand tu nous avais rejoint. Tu disais que le contenu il est bon, mais maintenant il faut réussir à hameçonner, on va dire, le public avec d'autres contenus plus attirants, entre guillemets, plus algorithme friendly, c'est ton terme. Bah ouais. C'est vrai, et en plus à l'époque où je vous ai rejoint, il n'y avait pas les reels sur Instagram, il n'y avait même pas TikTok, il n'y avait même pas les carousels. Ah ouais? Non. Il n'y avait pas les carousels, ouais, c'est vrai. Putain, quel monde fou. C'était un monde où les possibilités étaient beaucoup... Ah ouais, ça pour rien faire en fait. Il n'y avait même pas les vidéos de plus d'une minute. Putain, ouais, c'est vrai. Et oui, les vidéos c'était qu'en format carré. Non, mais il y avait IGTV. Il y avait IGTV. Pas encore. Ah ouais? Bon, ça a dû arriver pas longtemps après. Ouais, pas encore. Parce que je me rappelle quand j'étais arrivé, j'avais direct monté des vidéos et j'avais réussi à les mettre en IGTV. D'ailleurs, ils l'ont enlevé ça après, l'IGTV. Bah maintenant, c'est devenu les reels en fait. C'est un format unique. Ouais, mais parce qu'IGTV, tu pouvais mettre des vidéos de 10 minutes. Bah là aussi, mais en reel. Ah, ok. Mais en gros, c'est un format unique. Juste si ta vidéo elle fait 10 minutes, elle va pas, tu vas pas pouvoir scroller et tomber dessus. Mais ça existe. Mais bref, tout ça pour dire, je sais plus ce qu'on disait avant ça. On parlait du contenu trop scientifique, entre guillemets. Ouais. Oui, bah c'est ça, le rendre algorithme friendly. Et maintenant, en plus, oui, je voulais en venir là. Vu comment tout l'algorithme s'est développé, aujourd'hui, t'as plus le choix. C'est-à-dire que si ton contenu dans les premières 24 heures, il fait pas assez de likes, pas assez de saves, pas assez de commentaires, c'est foutu. Même tes abonnés le verront pas. Et c'est pour ça qu'il faut, comme dans la vidéo des burpees, avoir une accroche qui fonctionne bien, avoir un sujet intéressant, pas arriver sur la vidéo et dire bonjour à tous, machin. Là, c'est fini. Enfin, tu te fais tuer direct. Donc, voilà. Faut envoyer le moins de mots possible. Mais après, ça a un mauvais côté dans le sens où, si t'as envie de développer un sujet, du coup t'es limité, parce que nous quand on filme les vidéos, par exemple quand on a filmé la vidéo de burpee, il y avait des fois je faisais une phrase simple, tu me disais non mais là gros simplifie encore plus ta phrase. Même pour donner un exemple aux gens, la vidéo elle fait genre 58 secondes et il y a 3 minutes de vidéo en fait. Tellement on recoupe absolument tout et je pense que ça a des dangers même plus généraux, parce que aujourd'hui du coup quelqu'un qui regarde, on passe forcément plus de temps à regarder du contenu en ligne qu'à parler à des gens dans la vie, et du coup en fait t'as une fausse interprétation du monde où t'as l'impression que tout le monde parle sans faire aucune erreur, il n'y a jamais de il n'y a jamais d'hésitation et tout, et en fait t'as une vue biaisée. Ça tu nous faisais chier avec les c'est fini maintenant, c'est des reels de 30 secondes. Là j'ai monté les reels de Baptiste par exemple, une vidéo qui fait 1 minute 45 en rush où il parle, j'en sors 30 secondes. Parce qu'en fait on coupe tout. Mais du coup voilà, c'est sûr que c'est assez dangereux parce que tu peux pas approfondir, t'es obligé de parler tout le temps des mêmes sujets quasiment pour que ça accroche assez de monde, pour te faire connaître. Ouais, mais le truc c'est qu'il y en a, ils font style de pas comprendre ce que tu dis aussi. Non mais après, moi je pense... Non mais c'est vrai qu'il y a des trucs, même moi le premier, je fais des erreurs, tu fais style, tu veux pas comprendre en fait, parce que... Pour attaquer l'autre.
Non. En gros, tu fais style de pas comprendre. Parce que le truc, ça va trop vite. Des fois, dans une conversation, tu écoutes un peu la personne parler et en même temps, tu réfléchis. Là, le truc en 30 secondes, c'est passé. Tu dis, ouais, il a dit de la merde, je passe à la suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, C'est dans ce sens-là que je veux dire, tu vois. Les réseaux, pour moi, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que si tu veux visser un truc, tu prends pas un marteau. Donc, si tu veux faire du contenu développé, tu prends pas Instagram. Non, mais c'est vrai. Tu prends pas Instagram si tu veux faire. Par exemple, nous, on a un blog où il y a des articles où vraiment on a pris le temps de rédiger. Il est mort de rire. Non, mais oui, bien sûr. Il faut de tout, ouais. Non, mais Instagram, c'est l'hameçon. Ouais. On va dire, c'est ça, c'est un peu ça. En gros, c'est le haut de l'entonnoir. Voilà. Genre, c'est là où t'as tout le monde qui rentre. Voilà. Et après, petit à petit, ça sélectionne. Et donc, après, sur YouTube, tu peux pousser un peu plus, faire des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, des podcasts d'1 heure. Si t'as envie de vraiment prendre un truc où tu veux que les coachs lisent et se forment, t'écris des articles, comme on a fait aussi. Mais par contre, voilà, il faut savoir que Instagram, ça va servir à ça, YouTube à ça. Et c'est là où, en fait, ça complète ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où il y en a beaucoup qui pensent que sur Instagram, vu que c'est là où il y a le plus de trafic, ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent écrire des descriptions comme ça, qui finissent en commentaire tellement c'est long. Ils peuvent faire des posts de 10 slides avec du contenu très poussé, alors que la plateforme n'est pas faite pour ça. Et c'est bien que tu le rappelles, parce que, en fait, Instagram, c'est fait pour se faire connaître. Donc, il faut du contenu où c'est facile d'accès, très synthétique, qui parle de sujets tendances et tout ça, mais en apportant leur touche perso. Et ensuite, si on veut pousser plus le truc, c'est YouTube, les articles et tout ça. Et il faut pas se plaindre, j'en vois beaucoup qui font des trucs très rébarbatifs et qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de likes ou de vues. Et en fait, c'est juste parce que c'est pas du tout adapté à la plateforme. Mais on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est difficile de... Nous, à chaque fois qu'on fait un post, on essaie de faire synthétique, comme tu dis, etc. Ouais. Mais sans enlever l'essence du post. Quand on en fait le post, par exemple, qui a très bien marché 21-15-9, le but, c'était que le post il soit quand même intéressant et que ça aille vite sur les slides et qu'il y ait moins d'écriture possible. Et encore celui-là, franchement, j'ai mis quand même beaucoup de texte par rapport à ce que je mets normalement. Et pourtant, il marche très très bien. Mais il y a les tests, les posts de tests. Eux, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'explications, et à chaque fois, ça marche beaucoup. Ouais, mais parce que les tests, comment tester un athlète et tout. Ah oui. Non, mais ça marche très bien parce qu'en fait, voilà, il y a toutes les composantes, c'est-à-dire qu'on apporte notre touche unique, notre personnalité. En même temps, ça touche notre client idéal parce qu'on a quand même pas mal de gens qui sont intéressés et qui s'intéressent à nous pour le coaching indiv, ce qui est notre spécialité, en France, je pense. Et en fait, ça regroupe tous ces trucs-là. Puis il y a aussi le truc impressionnant, comme je vous disais, genre les gens, je sais que quand ils voient les tests de Baptiste ou de Gauthier, ils vont direct comparer à eux et voir où ils en sont. Donc ça fait comme avec les benchmarks en CrossFit, ça te fait un moyen de voir. Oui, puis le mec qui veut savoir à quoi ça ressemble du remote coaching, voilà, il voit aussi en quelques slides comment se passe une première semaine, comment le coach analyse le truc. Exactement. Et non, mais c'est intéressant de développer ça. Mais du coup, ce qu'on peut donner comme conseil au coach, c'est déjà rester dans votre champ de compétences et essayer d'amener votre touche personnelle. Et puis après, tu disais tout à l'heure comment se développer en tant que coach avec les réseaux sociaux, mais on peut se développer aussi en tant que coach, c'est-à-dire dans le sens se former aussi. Avec les réseaux sociaux, maintenant, un coach qui veut se former, il peut trouver... Alors, se former avec Instagram, c'est compliqué. Tu as toujours des trucs pertinents, tu peux toujours trouver. Mais après, si tu veux vraiment te pousser, vraiment te former, faut aller sur d'autres plateformes. Mais déjà rien qu'avec YouTube, tu peux faire énormément. Voilà, exactement. Et puis, si tu vois un coach qui t'intéresse et qui fait des formations, après, tu peux aller déjà commencer avec YouTube et après aller... Si jamais fait. Et ne pas hésiter surtout à infuser sa personnalité dans ce qu'on propose. Je donne l'exemple concret. J'ai fait le rebranding de 1789 là. Avec mon agence perso, et du coup quand je leur parlais des posts et tout, en fait je sentais que pour eux c'était vraiment une difficulté, genre pour eux c'était une contrainte de faire des posts tous les jours, enfin toutes les semaines, ils savaient pas de quoi parler, ils me disaient mais ça intéresse pas les gens et tout, et du coup je leur ai dit donnez-moi des exemples de votre histoire, de vos histoires personnelles que vous pourriez raconter. Et il y a Oscar par exemple qui m'a dit qu'il avait fait un jeûne hydrique de 7 jours ou 8 jours, et je dis mais en fait cette histoire elle est incroyable, tu vois, et tu peux la raconter. Mais pour lui, il pensait que c'était pas intéressant. Et il pensait que sur les réseaux, on pouvait parler que de trucs de CrossFit et tout. Je lui dis, ça c'est unique, tu vois. T'es le seul, peut-être, honneur de boxe en France qui a fait ça.
Et du coup, je lui ai fait écrire un texte en entier. Là, il est en train de le mettre en format carousel et tout ça. Mais faut pas croire que vos histoires personnelles n'intéressent personne. Genre, bien au contraire, c'est les seuls trucs en fait qui intéressent vraiment les gens et qui vous démarquent. Et là, pareil, c'est ce qu'on est en train de faire avec Baptiste. C'est-à-dire que Baptiste, il a une histoire unique en vrai en France. En tant que coach, il y a que lui qui a eu ce niveau-là en gymnastique. Et du coup, c'est intéressant de raconter cette histoire-là et de pas uniquement le montrer à travers des tips pour mieux passer les rings ou des tips pour mieux marcher sur les mains. Enfin voilà, c'est important aussi d'infuser sa personnalité. Bah, en fait, il dirait des trucs que tout le monde a dit. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a beau avoir un niveau Zano énorme, c'est au bout d'un moment, on a un ring muscle up. Ouais. C'est un ring muscle up. Ouais. Il n'y a qu'une manière de l'apprendre, une manière générale de l'apprendre, alors que ces conseils-là que tout le monde donne, mais à travers l'histoire de Baptiste, c'est beaucoup plus intéressant pour la personne. Comme... je veux dire, demain, tu peux croiser un mec dans la rue qui va te donner des tips sur comment gérer tes finances, tu vois. Tu vas pas l'écouter. Par contre, si c'est, je sais pas, Jeff Bezos qui descend, qui te parle 5 minutes de finances, bah là, tu vas écouter un peu plus, tu vois, parce que c'est lui. Ok, je fais pareil avec 5 euros. Non, mais c'est, en fait, tout est à revoir aussi à travers les yeux de la personne et son histoire personnelle. Et du coup, c'est important de le rappeler. Oui, mais bon. Pour revenir à ce que tu disais sur l'histoire d'Oscar qui pensait que ça intéressait pas, aussi le post moi que j'avais bien aimé, c'était celui de CrossFit Sunway que t'avais fait avec Delphine sur pourquoi on fait de la force en gros classe. Bah, c'est un truc bête, mais il y a plein d'adhérents qui mettent les pieds dans la boxe tous les jours et qui savent pas pourquoi il y a des V-Day dans le CrossFit. Et au final, c'est un truc simple, tous les coachs le savent, mais tous les coachs ne savent pas que les gens ne savent pas. Ouais. Et du coup, c'est bien de faire ça. Et très souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les coachs pensent que, parce que pour eux, c'est évident, et c'est au milieu depuis des années, et pour eux, c'est monnaie courante et tout le monde est au courant. Alors que pas du tout. C'est les questions que tu me poses à chaque fois. Mais pourquoi ça ? Oui. Parce que. On va le poster. Voilà. Parce que toi, tu oublies de le préciser, parce que pour toi, c'est évident. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça l'est pas pour tout le monde. Et en fait, les contenus qui marchent le mieux, c'est ceux-là, parce que les gens, il reste quand même des trucs à répéter, à rabâcher tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit typiquement avec la zone 2. La zone 2, ça fait peut-être 1 an que tout le monde en parle sur tous les réseaux. Et pourtant, on reçoit encore des questions de gens qui, en fait, sont noyés dans cette. Dans ce trop d'informations et on trouve pas de réponse concrète parce qu'en fait on est trop dans le qu'il faut utiliser quoi, c'est combien de temps, c'est avant ou après la séance, est-ce que je fais 20 minutes d'un coup, est-ce que je fais 40 minutes, est-ce que je fais 1 heure ou 2 x 30. On va en parler après en plus. Voilà, on va en parler. Et je pense qu'on peut passer aux autres questions. Sujet si tu veux, Jules, si tu veux intervenir. Non, c'est bon. Ça va. Non, c'est bon. Non, après on peut peut-être parler aussi du fait que les gens se plaignent entre guillemets des réseaux beaucoup en mode les réseaux, mais en fait vous en faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, votre téléphone il vient pas s'accrocher à votre main de lui-même. Alors c'est fait pour, mais vous êtes quand même maître de vos gestes. Ouais. Mais je veux dire, sur Instagram, vous pouvez faire l'Instagram que vous voulez. Enfin, je veux dire, votre feed, c'est vous qui le faites. De moins en moins, c'est ça le problème en fait. C'est ça la plainte. Oui, mais si t'as envie de masquer quelqu'un, tu masques quelqu'un. Si t'as envie d'un follow, tu follow. Si t'as envie de suivre une page de ça, tu peux. Enfin, je veux dire, s'il y a des trucs qui vous enlevez-les déjà. Et puis, d'une manière générale, les coachs, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de la corporation, on va dire, dans le sens où, pour l'instant, les coachs dans la société française, on n'est pas encore assez reconnus par rapport à d'autres métiers. Si on compare le métier de coach par rapport à un kiné, socialement parlant, les gens qui sont pas dans le milieu, ils vont plus faire confiance à un kiné, même pour faire du sport, qu'un coach des fois. Et du coup, il faut que les coachs prennent tous conscience collectivement que on a du chemin à faire et que ça sert à rien d'aller commenter le post de l'autre coach, de l'autre pour dire ça c'est nul, ça c'est... Non, déjà, c'est simple. Si tous ensemble on prend conscience de ça et on essaie de se former, de devenir meilleur, etc., eh bien ce sera avantageux pour tous les coachs. En fait. C'est pas juste chacun tire sa couverture. Si le métier est reconnu, tous les coachs pourront vivre mieux de leur métier, etc. Ouais. Et les coachs, il faut pas qu'ils hésitent à dire des trucs je sais pas ou je me suis trompé. Oui, aussi. Ça arrive. Non mais ça arrive, on fait des conneries, tu vois, nous aussi on fait des conneries, on n'est pas parfait, voilà. Tu as un mea culpa à faire, Jules ? Tu as un mea culpa à faire ? Non mais c'est de ma vie personnelle. Désolé. Tu te reconnaîtras. Non, mais c'est vrai, on fait des conneries nous aussi en tant que coach dans notre coaching, tu vois. On n'est pas parfait et c'est de l'humain.
Mhm. On peut parler aussi des intelligences artificielles et elles ne feront peut-être pas d'erreur, mais Ouais. nous, on reste des humains, tu vois, on teste des trucs, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas parce qu'un coach s'est trompé qu'on doit aller lui tirer dans les pattes, que les coachs doivent se tirer dans les pattes les uns aux autres en fait. Ouais. Voilà. Ça serait bien. Je pense qu'on peut passer à la suite. Non, j'ai encore envie de rebondir du coup, mais Vas-y. parce que en fait, le temps que tu vas passer à aller dire ah ouais, là t'as dit que tel truc c'était ça alors que c'est ça et tout, tu t'es trompé machin, c'est du temps que tu vas pas passer à développer ton Exactement. entreprise à toi, c'est du temps que tu vas passer à pas faire du contenu pour toi en fait, pour te montrer toi et ton expertise et ce que tu fais, et en réalité tout le monde est perdant à ce jeu là parce que on rentre dans des querelles de spécialistes et qui au final n'ont aucune portée. Je veux dire, les gens, il y a des débats qui traînent depuis des années sur Mais Instagram. c'est pas vraiment des débats en fait. Oui. Parce qu'un débat, à la base, c'est tu donnes ton argument, Ouais. l'autre donne le sien sur le fond du sujet, pas Ouais. sur la forme et sur et Ouais. d'invectiver l'autre, ça sert à rien. Si on parle de zone 2, par exemple, par exemple, une fois, moi j'ai croisé Sean aux Alsace-Rodan, on discutait, ben, toi tu fais comment, moi je fais comme ça, ah ok. Ben, ok. Ça, c'est constructif. Voilà, ça c'est constructif. Ouais. Dire faut réengager les genoux, pas les genoux, là, c'est bon, ça fait 100 ans que l'haltéro ça existe, la technique, c'est je veux dire, à un moment donné, Non, il y et a puis du en basique. fait, je pense que tous les coachs se sont mis dans ce métier-là à la base pour avoir une volonté d'éducation et d'accompagnement des personnes. Et en fait, ils se rendent pas compte à quel point les gens sont perdus quand on Oui. lance des débats comme ça. Il y a qu'à Tout à voir là les questions qu'on a reçues. Je veux dire, moi ça me paraît aberrant qu'il y a encore des gars qui demandent combien de temps il faut faire de la zone 2 par semaine avec tout le contenu qui sort. qu'il y a dessus. Mais vu que c'est entremêlé de clash, d'embrouilles, de moi je fais comme ça, non il faut faire comme ça, non ça c'est des conneries, non 70% de ta FC c'est pas bon pour faire ta zone 2, c'est des conneries machin. En fait, résultat, tout le monde est perdu et au final personne avance quoi. On peut passer à la Voilà, suite. on peut passer à la suite. Allez, 30 minutes sur les réseaux, c'est largement assez. On commence. Vous voulez qu'on enchaîne direct par la zone 2 du On coup? peut. Alors, il y a Axel qui nous demande combien de temps pour la zone 2, combien de temps par semaine et quel type d'ergo utiliser. Tu veux y aller, Jules? Ouais. Voilà. Il n'est pas confiant. Il va se faire attaquer. Je vais recevoir des messages de menaces. Non, pour moi, la zone 2, il n'y a pas de... C'est comme l'entraînement en général, il n'y a pas de recette magique. Enfin, il n'y a pas de bonne recette. Il n'y a pas de bonne recette pour l'entraînement en général. Après la zone 2, en gros, je pense que ce qu'il dit Sean, c'est pas non plus faux. Ça dépend de ton passé sportif, ça dépend de plein de trucs. Donc si t'es un mec qui a pas de passé sportif, 1 heure par semaine, ça suffit. Tu fais ça sur ton RSD, ça t'aide à récupérer au niveau hormonal, au niveau nerveux, etc. etc. Après, si t'es un mec qui a le temps de s'entraîner 2 fois par jour et tout, si par exemple l'après-midi tu viens, t'as juste un metcon à faire de 30 minutes, tu fais 20 minutes avant, 20 minutes après, ça t'aide à te chauffer, ça t'aide à te faire ton cooldown après au niveau Ça faisait hormonal, partie etc. des débats que j'avais avec Sean, parce que lui il disait il disait voilà, moi je leur dis plutôt que de discuter avec vos potes, mettez-vous sur vélo et mettez-vous au wattage et vous pouvez continuer à discuter. Moi je lui disais je préfère leur faire avant. Déjà de une, ils auront pas la flemme parce que souvent ils ont la flemme une fois qu'ils ont fait leur metcon. C'est vrai. Et aussi avant, t'as pas l'accumulation de lactate que t'as du metcon. Et pour la zone 2, il faut une quantité très faible de lactate au niveau cellulaire. Donc voilà, c'était un peu le débat. Mais après, c'est sûr que c'est mieux de faire de la zone 2 20 minutes après que rien du tout. Ça, on est d'accord. Non, mais ouais, ou même rien du tout. Si t'as pas le temps, tu vois. Mais Ouais. c'est pas tes 20 minutes le lundi après-midi, le mardi après-midi, et le jeudi après-midi qui vont faire que ton cardio il va passer un cap. Sur 3 ans, ok, ça va contribuer peut-être à 5-10% de la progression, mais Alors, oui, entre celui qui l'a fait pendant 3 ans et celui qui l'a pas fait, il va y avoir il va y avoir un petit écart. Mais pour moi, c'est l'entraînement de la physiologie. La zone 2, c'est si t'es spécialiste en sport d'endurance, oui. CrossFit, t'en fais, mais faut pas passer des heures et des heures et des heures, à mon sens. Oula. Qu'est-ce qu'on peut donner comme Non, mais repère genre des heures et des heures, tu peux faire 1 heure le jeudi, 1 heure le dimanche, tu vois. Ça te fait 2 heures par semaine. Quelqu'un de lambda. Ça, Donc, je pense. en gros, pour situer toi dans la Prog RX Inter, t'en mets combien par semaine? Oh, j'en mets 45 minutes, 1 heure le vendredi après-midi, quoi. Ok. Et est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui fait la Prog RX Inter, c'est pertinent d'en faire, s'il a le temps et qu'il a un bike chez lui, par exemple, d'en faire 2 heures par semaine?
Oui, ça peut. Mais après, bon, ça dépend de l'envie, enfin, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Ouais. C'est toujours une dépense calorique supplémentaire aussi. Quand Ouais. tu fais 1 heure de zone 2, t'as 1000 calories de dépensées, tu vois. Si t'es dans une logique de prise de masse en saison off, bah faut réussir à trouver. Si tu fais Mais- cette quantité de zone 2 et que t'arrives pas à prendre de poids, eh ben, peut-être qu'il faudrait faire 20 minutes, 30 minutes de moins. Moi, je pense qu'en crossfit, tu vois, c'est pas que ça, tu vois. Ouais, non, pas- c'est pas que ça. Et même, c'est 10% du travail. Bon, après, si t'enlèves 10% sur 3 ans, ça fait beaucoup. Mais je pense que. Ça, c'est pas éteint. Non, c'est bon. Je pense que si c'est pas le travail principal, je pense, mais c'est important de le faire aussi, mais c'est pas. Bah, c'est un peu. Nous, quand on fait des remote coaching, on pèse le pour et le contre. Quand on fait les tests de chaque athlète, si par exemple, moi, l'athlète que j'ai en face, il doit gagner pour être compétitif ou atteindre son objectif, il doit gagner tant sur ses barres en force max. Il doit gagner 3 à 4 kilos de poids de corps. Plutôt que de lui mettre 3 heures de zone 2, je vais préférer lui mettre 1h30 pour qu'il ait une dépense calorique moins élevée et qu'il puisse prendre du poids pour être meilleur sur ses barres, etc. Après, à l'inverse, si j'ai un athlète qui a pas de passé en termes de passé sportif ou d'endurance, il a rien. Je vais pas lui mettre direct 3 heures. Ouais. On va commencer, déjà on va faire 45 minutes d'affilée. Déjà, si le mec rester 45 minutes sur vélo, déjà c'est difficile. Moi, enfin, il a pas l'habitude et tout. Déjà on va commencer par ça, puis après on passe à 50, 55, 1 heure, et après on commence à grimper. Et je pense qu'un athlète, donc tu vois par exemple Gauthier, il faut qu'il fasse 3-4 heures de zone 2 par semaine. Et un mec qui veut se qualifier au quart ou se qualifier en team au Marseille, etc. Déjà, s'il fait 1h30, 2 heures, c'est bien. Mais encore, tout dépend, parce que si le gars il était triathlète Oui, pendant voilà, 10 ans, tu vois, exactement, il y a toujours exactement, des nuances. On va prendre comme exemple Émile ou Paul, qu'on a nous. Oui, mais c'est qui Émile ou Paul Ben, niveau quarterfinals, donc dans les 10%. Et assez complet, genre. Assez complet, Ouais. passé sportif, pas d'endurance ni de force, Ouais. donc des sport co, ou le skate, l'autre sport co. Voilà, donc assez complet. Snatch à 100 ou plus, clean 130 ou plus, ils veulent se qualifier en team aux affiliates, etc. Ils ont un volume d'entraînement hebdomadaire de à peu près 10 heures. Déjà, s'ils passent 1h30 de ces 10 heures-là en zone 2, c'est déjà bien. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est par rapport Au ratio. à la charge d'entraînement, le ratio. Tu vois, si un mec il a le temps de s'entraîner 5 heures, tu fais faire 3 heures de zone 2, c'est une aberration. Ouais. Tu vois, si par contre il a le temps de s'entraîner 20 heures, tu lui en fais faire 3 heures, oui. Tu vois, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, il y a tout ton volume d'entraînement. Puis c'est des trucs, un mec, tu veux lui faire perdre du poids, au lieu de faire de la zone 2, va marcher, tu vois, t'augmentes ton NEAT. Ouais. C'est des trucs. On précise pour ceux qui. Le NEAT, en gros, c'est les efforts qui ne sont pas considérés comme sportifs, mais qui activent la Genèse. J'ai la thermogénèse. Ouais. C'est ça. Et oui, bien sûr, comme les fameux 10 000 pas par jour, par exemple. Ouais, Mais le Raptor. je sais plus ce que je voulais dire. Du coup. Mais, Vous êtes attends. des merdes. Juste pour finir quand même sa question, quels ergos vous recommandez? Attends, juste, je voulais venir sur un point sur, sur quand est-ce qu'on les met, dans quelle séance. Ouais. Parce que ça rejoint la question. Ouais, On va ouais. revenir aux ergos. Toi, Jules, tu préconises quoi? À quel moment tu l'as fait? Parce qu'il y a des moments qui sont plus pertinents que d'autres, il faut le dire. Oh, moi, je l'ai sur les RSD, j'aime bien. Parce que même sur les RSD, je leur recommande à ceux que j'ai de tout, au moins aller marcher, Oui, faire de 5-6 rester actif. bornes, toujours rester actif, et ça permet à la lymphe de circuler, au cortisol de diminuer, etc. Ça a plein d'effets bénéfiques, quoi. Oui, parce qu'il faut préciser pour les gens qui écoutent, en fait, quand vous faites un entraînement de crossfit haute intensité, que ce soit de la force, un metcon, etc., ou de la gym, vous activez, vous augmentez le tonus de votre système nerveux orthosympathique. Donc on en a deux, le orthosympathique et le parasympathique. L'orthosympathique, c'est système nerveux qui accélère le rythme cardiaque, qui relâche du sucre dans le sang, donc qui en fait cherche à augmenter votre énergie. Qui te rend prêt à Voilà, qui te l'effort, rend prêt quoi. à l'effort. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui qui te permet de digérer, de dormir et de récupérer. Voilà. La zone 2, elle active le tonus parasympathique. C'est-à-dire que si vous venez de faire un metcon, vous venez de faire... C'est pour ça que moi j'aime bien la marche, tu vois. C'est très basse intensité, tu vois. Après, c'est Voilà, peut-être ça zone fait- 2, zone 1, on s'en Et bat du les coup, pour mieux... Donc du coup, pour en revenir... Pardon. Du coup, Ça importe. du coup, pour récupérer, parce que le système nerveux parasympathique, c'est celui qui fait récupérer, on veut l'activer. Une fois que quand vous n'êtes pas à l'entraînement, entre guillemets. Donc la zone 2, elle permet de
faire baisser le tonus orthosympathique, celui qui vous met prêt à l'effort, et augmenter le tonus parasympathique, donc de récupérer. Donc la zone 2, elle permet aussi de récupérer. Donc en gros, ouais, les RSD, c'est bien. Après la séance, c'est bien aussi pour cette raison-là. Et avant la séance, pour s'échauffer, si t'as pas le temps. Ouais, c'est un super. En vrai, c'est long et c'est chiant parce que quand t'arrives à la salle, t'as envie de faire ton metcon ou t'as envie de faire la partie Non, dure mais de ta même séance. 10 minutes, tu vois, ou Oui, 20 oui. minutes. Même Et 15 minutes, 10 minutes tous les jours, ça fait 1 heure. Hein. Oui, mais franchement, moi je sais que mes meilleurs metcon, c'est ceux qui sont Non, mais- précédés par 20 minutes de zone 2 Oui, tu parce sais- que en fait, t'es activé. Voilà, et- tu sais pourquoi? Parce que t'as activé ton retour cardiaque, déjà ton retour veineux est plus activé, donc Ouais. ton sang revient par les veines à ton cœur mieux, entre guillemets, et pendant 15 minutes, t'as envoyé du sang, alors pas très fort, mais t'as envoyé du sang et t'as dilaté toutes tes artères, t'as activé ton système vasculaire en fait. Du coup, bah, t'arrives sur ton metcon et t'alimentes mieux tes muscles moteurs en oxygène en fait. Du coup, quel ergo Ah. Pour ce pauvre Axel qui attend depuis 10 minutes que Non, il attend pas, on lui répond. Je commence. Il n'y a pas de vérité, en fait. Non. Il n'y a pas de vérité, donc tu prends ton ergo, tu fais. Et tu vas à basse intensité. tu prends ta ceinture. Non, alors, si tu veux pas. Je pense que c'est bien d'avoir des repères. Oui, non, mais en gros, il faut faire des tests avant, puissance critique ou de FTP, Ouais. etc. avant. Mais en gros, une fois que tu as fait ton test sur ton ergo, c'est toujours, entre Oui. guillemets, toujours la même chose. Et si un jour tu sens que t'es vraiment pas bien, bah tu vas moins fort et Ouais. voilà quoi. Bah après, t'as toujours une fourchette. Par exemple, si, admettons, vous êtes un sujet qui a une endurance des épaules et des bras et du haut du corps mauvaise. Ok? Va nager. Si t'as accès à un vélo à bras, ce qui est très rare dans la salle de crossfit. Change de sport. C'est trop compliqué. Non mais par exemple Jules, tu vois. Non mais c'est... C'est vrai. Mais bah tu fais. Alors si t'as accès à un vélo à bras, ça c'est le top du top pour cette problématique là. Moi je l'avais mis en place avec Pierre Brigand, enfin avec un de mes athlètes qui justement avec cette problématique. Il a un vélo à bras. Son kiné en avait un, du coup il y allait le jeudi. Donc c'est les petits vélos là où Ouais, tu fais juste ça. Et Ok. du coup en fait t'as les watts et tout. Donc, J'avais fait un test PMA sur ça. Ouais, c'est Et enfer. je m'étais fait tuer par un paraplégique. Mais je m'étais fait tuer. Bah, normal. Il m'avait mis 120 watts, un truc comme ça. Bah, du coup j'avais fait faire un test de puissance critique à Pierre et on avait fait. Alors lui c'était différent parce qu'on faisait pas que de la zone 2, on faisait aussi de la zone 3. Mais du coup, si vous êtes manqué d'endurance du haut du corps, vous voulez faire de la zone 2. Vous avez un ski dans votre box, vous faites un test 3 minutes au ski, un test 12 minutes au ski, vous rentrez dans le calculateur, vous avez votre puissance critique Ouais. et vous faites à 60%, 30 minutes, 40 minutes. Ouais. Voilà. Ok. C'est déjà pas mal Ouais. pour commencer. Si vous n'êtes pas forcément moins endurant du haut, vous êtes un athlète assez complet, le bike hack c'est très bien, c'est confortable. En fait, le bike hack c'est confort. Et puis t'as que du concentrique, t'as pas d'excentrique comme la course à pied, donc pas trop de stress sur le système musculo-squelettique, donc c'est très bien. Et puis. Et ce que tu disais aussi dans un reel qu'on avait fait, c'est que c'est un bon moment aussi pour en profiter pour développer sa technique sur des ergos. Oui. Et à moindre enfin par exemple Jules, ça lui dérangera pas de passer 30 minutes en zone 2 sur un rameur parce qu'il a fait de l'aviron. Mais moi par exemple, je vais vraiment avoir mal au dos, mal aux fesses, Ouais. machin. Mais tu commenceras pas par 1 heure du coup. Non, mais on peut faire 5 minutes bike, 5 Oui, minutes par row exemple. pendant 30 minutes, Par exemple, 45 Baptiste, minutes. il est très nul au rameur. Il est pas très fort, quoi. C'est un de ses points faibles. Il passe au moins 1 heure. Je lui mets au moins une séance de rameur d'1 heure. Mais pour la simple raison qu'il passe du temps sur le rameur. Ouais. Qui se développe aussi physiologiquement, mais aussi sur le rameur. Et après Parce que t'as pas la même position du pelvis, t'as pas la même position du Ouais. diaphragme, du coup, c'est différent du vélo, quoi. Ouais, j'avais envie un peu de détendre sur le sujet, mais en vrai, faut qu'on Ouais, avance. ok. Et du coup, bon, on a répondu là. Oui, oui, Ok. Nickel. Mais bon, il y a comme dans tout, Il y a des nuances, voilà. tout l'entraînement, il y a des nuances et c'est pas une vérité Oui. pour tout le monde. Enfin, c'est Et- pas une vérité. On dit pas qu'on a la vérité. On l'a dit, tiens pas, ouais. C'est... Bon, on l'a dit tiens pas et c'est pas une formule comme une recette de cuisine. C'est Ouais. pas là je vous dis pas de faire un 4 quarts, vous prenez Ouais. On peut conclure par Une quart prenez de l'ergo, chaque. vous êtes le plus nul. Ouais. ouais, Et voilà. en fait, bon, en gros, ça revient toujours au truc du les gens souvent ne font pas quelque chose et veulent la meilleure manière de commencer, alors qu'en vrai, la meilleure manière de commencer, c'est juste de le faire. C'est comme les gens qui déjà ne mangent pas
Je Ne peux serait-ce ressembler que- à Chris Bumstead, Voilà. mais je peux pas faire de muscu et pas Voilà. manger correctement. Non, mais en gros, ils ont déjà du mal à avoir leur rapport en protéines à 1 gramme par kilo de poids de corps et ils cherchent le meilleur timing pour prendre leur créatine. Tu vois, il y a tout le temps cet écart-là et je pense qu'il y en a beaucoup avec la zone 2, c'est genre comment commencer de la meilleure manière alors qu'en vrai, juste fais 30 minutes par semaine pendant 4 semaines, déjà vois si tu arrives à le tenir et après tu verras comment tu vas améliorer ça. C'est bien dit. L'optimisation, ça vient après. Voilà, ouais. l'optimisation c'est un truc secondaire, je pense qu'il faut se concentrer sur l'action et le concret en fait et pas tout le temps. Ouais, mais déjà juste les 10 000 pas par jour Ouais, que des mecs comme le Ouais. Raptor ils disent, en fait c'est ultra bien ouais. en, en termes de Même mental, santé, en fait. santé, physio, tu vois, c'est bien. Ouais, tu ouais. Oui, parce qu'il y en a encore trop qui pensent qu'un RSD, c'est un RSD canapé Netflix Ah non, surtout pendant pas. 6 heures. Ça, c'est peut-être le pire RSD que tu peux faire de ta on vie. on s'était fait la remarque une fois, on avait dit, on se l'était dit tous les deux, on était plus fatigués le jour Ouais. où on nageait pas que les jours où on nageait le Ouais. jeudi. Clairement. Et le retour à l'entraînement le vendredi était plus dur les jours où on faisait rien du tout. C'est pour ça que moi, le Mais jeudi, c'est pour ça que Rich Running fait tous les jours un truc. Ouais, Que Ouais. Des mecs à ce niveau-là, et même en triathlon, les mecs ne peuvent pas passer une journée sans s'entraîner. Ouais, Parce que le ils sont lendemain. fracassés après. ouais. Ouais, mais c'est pareil. D'ailleurs, toi, tu disais, tu faisais toujours quoi Non, T'as zone je- sur le Stairmaster. oui, déjà, d'ailleurs, c'est un très bon outil aussi pour ceux qui veulent tester. Déjà, c'est super mental en vrai de monter des escaliers pendant 1 heure. Enfin, c'est un Tu bon te prépares défi. pour les Dubaï. Ça, on l'a sorti au moins 40 fois. mais, non, mais c'est un super défi mental parce que franchement, c'est dur. Ça fait transpirer. C'est pas agréable parce qu'on n'est pas assis ou quoi. En plus, moi, je me faisais le défi de pas me tenir aux rampes et de vraiment rester debout. Du coup, j'avais les abdos en feu au bout d'un moment à force d'être penché en avant. Et franchement, c'est vraiment pas mal ouais, comme outil. Et dans les Basic Fit, de toute façon, il y a des vélos ultra confort en vrai si on veut aussi faire de la zone 2 facilement. Mais il y a ça, enfin, il y a plein d'outils. Voilà. Ah ouais, si tu prépares le Mont Blanc, là, le Stairmaster, c'est le feu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a d'ailleurs, ça m'a réglé pas mal de problèmes de genoux. De genoux, ouais. C'est normal. Parce que je pense que j'irriguais vachement la zone ou je sais Oui, pas. c'est fort probable. Question suivante. Le Quentin Dubois, les meilleures applications, je pense qu'il parle de Whoop, tout ce qui Les est outils, truc quoi. fitness, Outils Apple numériques. Watch et tout, ouais. Outils numériques ou tips pour évaluer sa fatigue et adapter son entraînement. Je le commence. Je te lance. Alors, il y a plein de trucs à faire. Donc, il y a les tests de HRV que vous pouvez faire, donc que certaines montres Polar offrent ou que certaines montres Garmin. Donc, HRV, c'est Heart Rate Variability, donc la variabilité cardiaque. Ça correspond à quoi pour ceux qui connaissent pas, du coup C'est le temps de mis entre deux ondes R sur le cœur, je crois. Ok, C'est ça. d'accord, du coup, c'est quoi pour les gens qui connaissent pas? En gros, le cœur, il y a des ondes et il y a plusieurs ondes, je crois. Il y en a 4 ou 5, je me rappelle plus exactement. Et entre une certaine type d'onde, il y a un temps qui est mis. Et c'est cette variabilité en fait. En gros, Entre chaque pulsation, tu veux dire? Ouais. Et en gros, Ok. ça te dit si t'es plus sur ton parasympathique ou ton Voilà, c'est ça, orthosympathique. En gros, en fait, c'est le truc de base du Whoop, c'est ça? Ouais, c'est Il me ça. semble que Si, c'est si, c'est leur ça, ouais. données métriques de base pour évaluer Oui, si oui. t'es, pour évaluer le pourcentage là qu'on voit à chaque fois. ouais. Alors, en fait, pour évaluer le pourcentage, Whoop, ils utilisent Il y a plein de données. ouais. la variabilité cardiaque et ton rythme cardiaque au repos. Et aussi, ils couplent ça avec ton temps en sommeil profond, Voilà, dans la exactement. nuit Et précédente. donc, ils calculent avec tout ça. Si par exemple, d'habitude, au repos, t'es à 60 BPM et là, t'es à 65, Ouais. ils vont faire baisser tes pourcentages Ouais, de ouais, récup, en fait. Oui, c'est un algo assez complexe. Ouais, mais... ouais. Mais c'est eux qui l'ont créé, eux. Ouais, hein. ouais. Après, est-ce que c'est- Mais moi, je pense que ces applis-là ont du bon, mais c'est bien aussi de connaître son corps sans forcément être branché. Non, mais du tout coup, le c'est temps. pour les mecs qui est comme. Je pense qu'il aime Ouais. bien du coup les trucs chiffrés. Donc, il y a ça. T'as les Polar, le Whoop, la Garmin. Ensuite, tu peux avoir des outils comme. Le Power Camp, ils en ont parlé avec mon pote, là, Louis Carasso. En gros, t'as les N-Grip. Donc, c'est les forces de préhension. Ah oui. Ouais. Donc le RFD, donc le temps que tu mets pour monter pour produire la plus grande force possible. En gros, donc le RFD, donc t'as ça. Après t'as la force max de grip. Après t'as. Mais attends, juste en gros, la poignée là, tous les jours, tu dois c'est le une faire poignée, le en matin. gros, c'est avant ton entraînement, c'est en isométrie. T'es là, tac, t'essaies de la serrer, en gros de la casser la poignée. Et en gros, ça va te donner un RFD, donc le temps de monter de force. Et après, ça correspond à ça en gros. Et après, tu vas voir ta force max. Et du coup, etc. c'est un bon. Enfin, tous les jours, en fait, tu C'est peux faire c'est ça. un indicateur de fatigue. Et donc, en fait, Plus ton RFD est bas, plus t'es fatigué, plus il est haut, plus t'es en forme. Ok. Et c'est corrélé aussi un peu à la force max.
C'est surtout corrélé à la force, Max. Non, le RFD. Sert beaucoup plus au RFD. Ah ouais? Et du coup, c'est bien après- pour les sports de force spécialistes. De force ou même en crossfit, ça peut être intéressant. Ouais. Lui, il utilise ça Mais en beaucoup moins dans les sports d'endurance pure. Ah non, le sport d'endurance, c'est plus la variabilité cardiaque. Ouais. Et même la variabilité cardiaque est dans la littérature ne l'utilise pas pour les sports de force. C'est uniquement pour les sports ski de fond. C'est Laurent Schmitz qui a fait ça, c'est un chercheur vers Chambéry, donc qui travaille avec le ski de fond, et en fait il a sorti beaucoup de papiers sur ça où il explique sa méthode, etc. C'est ultra intéressant. Si vous voulez aller voir, allez voir. Mais d'ailleurs, pour la HRV, si vous avez une ceinture chez vous, vous pouvez essayer. Vous téléchargez l'application Elite HRV, c'est gratuit. Oui, c'est fait par Vous Cubios. vous amusez à mesurer. C'est fait par qui? Cubios, Ok. c'est une appli que nous, après, sur l'ordi, nous, on le fait à la fac. C'est en gros, après, tu as toutes les données temporelles, fréquentielles, etc. Donc, Ouais, mais je veux dire, le mec là en bas, déjà, il peut s'amuser. Quentin, par exemple, il peut s'amuser tous les jours de la semaine, le matin, dès le Oui. réveil, à mesurer son HRV et voir. Voilà. le N-Grip, après, ouais, du coup, c'est 300 balles. C'est Kaiven qui fait ça. Après, il y a. Et après, en force aussi, il y a du coup l'outil qu'ils appellent le VBT, enfin le Velocity Based Training. Donc les accéléromètres ou les transducteurs linéaires. Tu fais un squat à, par exemple. Et en fait, tu te fixes dans la littérature, du coup. C'est combien le pourcentage pour mesurer son taux de fatigue? Non, en gros, dans la littérature, c'est la charge que tu déplaces à 1 mètre seconde. C'est elle qui est le plus corrélée au taux de fatigue. Ok. En gros, si plus tu vas déplacer lourd à 1 mètre seconde, plus tu es en forme, plus tu te déplaces. Et 1 mètre seconde, ça correspond à quoi C'est rapide. Non, mais c'est-à-dire c'est un 70%, 60%, 50%. Ah non, c'est plus 30 ou ça va dépendre, mais pour moi, je crois que c'était genre 80 kilos, ça fait 50%, même moins de 50%, tu vois. Donc en gros. C'est un indicateur de fatigue, tu te mets, tu fais ton squat, bam. Voilà. Voilà, tu montes, Mais léger. tu montes Ouais, le plus ouais. lourd possible tant que ça bouge à 1 mètre seconde. Ok. Enfin, au-dessus ou à 1 mètre seconde. Et tu vois à combien t'es. Si d'habitude t'es à 80 et ce jour-là t'es à 100, ok, c'est peut-être le jour de charger, tu vois. Ok. Et donc en fait, c'est la même C'est chose. des extrêmes, hein. Il y a des Ouais, nuances, ouais, hein, non, encore mais une fois. bien sûr, C'est la même chose que Mais le en grip. je sais Oui, que oui, c'est un peu la même chose. Ok. Mais en gros, si tu as juste un outil de VBT, bah après c'est toujours pareil, ça coûte 300 balles. Ouais. Et il y a toujours des datas, mais après le VBT, moi je préfère parce qu'en plus tu peux t'en servir dans ton entraînement. Bah, tu c'est ça en fait, surtout vois. pour Le N-Grip, bon, Mais c'est une une fois donnée. que t'as fait ton test, t'as ta donnée et tout, tu vois. Mais en handball, bah, notre prof Olivier Morelli, il le fait. le hand-grip. Ouais. Et ça leur Mais- permet de monitorer leur forme. Moi, ce qui me gêne dans ces outils un petit peu, c'est l'aspect psycho, enfin nocebo. Enfin, ça peut être placebo, enfin ça peut être nocebo un peu. Dans le sens où, imaginons par exemple, je prends l'exemple du whoop. Les gens qui regardent et qui voient qu'ils sont à 30% de récup, ben, ils vont se dire oh aujourd'hui je suis fatigué et tout. Du coup ils vont se renforcer des fois dans le schéma mental un peu de aujourd'hui je suis fatigué, alors qu'autant s'ils n'avaient pas regardé et qu'ils s'étaient entraînés, ce serait plus ou moins bien passé. Ils auraient pas fait la meilleure séance de leur vie, mais bon, ils auraient fait leur séance et ils auraient continué à avancer, tu vois. Enfin, ça dépend du profil psychologique de l'athlète, ça je suis d'accord. Parce qu'il y a des athlètes que la moindre problème, ils vont l'attraper pour se renforcer dans un mauvais schéma, on va dire, pessimiste. Mais ça peut avoir cet effet. Non, ouais, il y a D'ailleurs, pas. il y avait un livre de Andy Galpin et de celui qui faisait Power Speed Endurance, comment il s'appelle déjà, Brian McKenzie et Andy Galpin, qui s'appelle Unplugged, qui parle de tout ça en fait, de tous les outils et comment des fois ça peut être nocif entre guillemets. Ouais, après, il y a plein de trucs, donc les questionnaires aussi. Tu te poses des questions, j'ai bien dormi, je me sens stressé, je suis courbaturé. Avec une note. Ouais, une note, 1 sur 5. Mm. Ou alors le matin, je me sens en forme, je me sens pas en forme. Et comment on adapte son entraînement suite à ça, en fait, suite à ces évaluations-là? Juste les notes, ça a son intérêt quand tu regardes la courbe sur plusieurs semaines en fait. Oui, C'est et ça pas après le- on se rend compte aussi que la fatigue c'est une sinusoïde et que en gros bah, ça m'a fait rigoler quand je l'ai fait sur moi, et je l'avais fait sur mon père aussi qui fait pas du tout de sport, mais c'est quand même rigolo. En fait la vie c'est une sinusoïde. En gros, un jour, ça fait vraiment ça. Des semaines, t'es en forme, des semaines, tac, et ça fait vraiment une sinusoïde. Et ça, c'est vraiment applicable au sport aussi. Et même Après, chez les ça peut sédentaires être- du coup, parce que ton père aussi. Oui, et en fait, ça peut être une sinusoïde ascendante ou une sinusoïde descendante aussi. Il faut que ça soit. Idéalement, il faudrait trouver un moyen pour que ce soit ascendant en fait. Ouais. Oui, c'est ascendant. Sur Ah, la si, vie de... si tu fais courbe de fatigue ascendant, non. Mais si tu fais courbe de forme ascendante, oui. Parce Ouais. que c'est pas la même chose. Entre l'aptitude et la Ouais, fatigue, c'est pas la même chose. Non, mais parce que tu dis c'est une sinusoïde, La mais ça... performance, c'est aptitude moins fatigue.
tu vois. Oui, non, mais parce que je dis à l'échelle de la vie, c'est ça. Mais la vie dans l'égal, ça monte, tu vois. Même si ça fait des vagues, faut que ça aille vers le haut. Enfin, pas La que ça aille vers le bas. Non, Non, la forme. sinusoïde en général, tu vois. Entre la fatigue et la performance. Faut qu'elle monte, oui. Oui, Ouais, voilà. ça, voilà, ouais. Oui, parce que sinusoïde, moi, je vois un truc plat, en fait, tu vois. Bah, une sinusoïde, c'est ça. Oui, Après, oui, elle peut mais- être positive ou Voilà. négative. Mais moi, je vois quand on dit le truc, on voit le graphique plat, tu vois. Et après, Enfin, bref. elle peut être plate, plus ou moins plate, etc. Ouais. etc. Et comment on l'applique, c'est surtout ça. Enfin, Ouais. Et ça, mais en fait, du coup, comment on l'applique? Eh ben, un jour où j'ai mon test de forme ou mon questionnaire ou mon truc, eh ben, au lieu de mettre 80% sur mon 5x5, je mets 70%, 75%. C'est très concret, en fait. C'est le jour où je me lève, j'ai mal au genou, au lieu de mettre d'aller monter sur une rep à 90%, bon, ok, je vais faire un truc différent, du tempo, un truc. Ouais. c'est pour ça que le RPE, c'est pertinent. Et c'est pour ça que le RPE et le Velocity Base sont pertinents sur la force, en tout cas. Mais après, il y a un autre truc sur le RPE. Nous, on a comme. Il y a beaucoup de remarques, mais comment ça marche, etc. Ouais. Sur la prog, comme on l'utilise pas mal sur la RX Inter. Bon, moi, j'essaie de varier un maximum pour que ça aille un petit peu à tout le monde aussi. Et c'est sur des trucs que je crois moi. Mais quand je le mets, en tout cas, maintenant, je mets une consigne. En gros, par rapport à. Le RPE, c'est de l'entraînement perceptif, en fait. Ouais. Il y en a, ils ne sont pas du tout entraînés à leur perception de l'effort, etc. etc. Et tu leur mets 80% sur le dos et ils vont te dire oh là, je peux en faire 10 encore ou 15. Il y en a, ils vont te dire oh, je peux pas en faire 2 de plus, tu vois. Et en fait, c'est perceptif, ça, et ça s'entraîne. Normalement, bon, tu sais qu'un mec à 80%, il peut faire entre 5 et 12 reps, tu vois, en fonction de son profil. Donc là, en fait, du coup, je mets si je mets un RPE 7, 5 reps, je lui dis, bah, vous devez être entre 70 et 80% en fonction de votre forme. Et ou alors vous faites 5 reps à 75% et vous dites, ok, là, je sens que je peux en faire combien. Ça, c'est un entraînement perceptif. Moi, je veux les forcer à C'est faire du RPE parce que. Ouais, mais en gros, tu Alors, les oui, je vois ce que tu veux entraînes à utiliser un outil comme le RPE. Ok. Et ça peut leur servir en Metcon. Par exemple, tu mets faire max de temps à 1200 cal au rameur, par exemple, et tu leur dis tu t'arrêtes quand t'es RPE 9. Oui, mais à la base, le RPE, c'est un outil pour l'entraînement de l'endurance. C'est après que ça a été transvasé au. Ouais, mais en gros, RPE, normalement, force, c'est mais c'est, Repetition in Reserve. Pour la force. Rate of perceived Oui, mais en exertion. gros, c'est l'équivalent, parce que dans la force, tu dis RPE 9, c'est une répétition en réserve. Ouais, c'est Ça. rire. Oui, c'est rire après. Mais du Oui, coup, à la c'est base. ça, mais en gros, le RPE, oui, c'est. Ouais. Je sais ce que ça veut dire. Oui, non, mais exertion, du coup, ça rejoint plus les trucs d'endurance, Oui, à la tu vois, base, j'ai l'impression. oui. Par rapport au terme. Mais moi ce que j'aime bien dans ce que tu disais, c'est que un athlète intelligent, c'est un athlète qui a une bonne perception de lui. Et plus l'athlète a une perception juste de lui et de ses capacités, au plus il va être capable de manager, on va dire, le chaos. Et c'est quelque chose qui s'entraîne. Ouais. Oui, ça s'entraîne. Et qui comment dire, qui est nécessaire, je pense, pour atteindre la performance et vraiment progresser. Parce que, certes, t'es à l'entraînement, t'as ton coach qui te dit quoi faire et tout machin, mais le jour où t'es en compétition et t'as 5 watts dans la journée, t'as besoin de toi de t'auto-gérer. Tu pourras pas tout le temps avoir quelqu'un qui va être là, qui va dire ah là tu mets ta ceinture, là tu mets plus 3 kilos, là non ralenti machin. Et ça c'est important aussi de le développer et pas tout le temps déléguer cette compétence là à quelqu'un d'autre quoi. C'est pour ça qu'un athlète qui a une perception vraiment bien développée, il va avoir tendance à être moins déçu après un WOD parce qu'il aura pas. Souvent on entend certains là j'aurais peut-être dû accélérer, là j'aurais dû partir moins fort. Bah, si un athlète qui a une perception bien développée, ça lui arrive beaucoup moins souvent. Ouais, c'est clair. Et puis du coup Ça peut être associé à l'expérience aussi, mais. Oui. c'est associé à l'expérience. Oui. Ça l'est. Oui. l'est. Plus t'as d'expérience, plus t'as de perception de l'effort. Mais il y en a, ils ont fait autant de 10 ans dans un sport et ils ont une perception de leur effort qui est vraiment à chier. Parce qu'ils n'ont pas entraîné. Par rapport à des mecs ça fait 10 ans qu'ils en font. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui sont ultra coachés et qui acceptent d'être comme ça, genre d'avoir vraiment quelqu'un qui limite réfléchit à leur place. Mais il y a des gens qui, je pense, qui veulent s'approprier le truc et qui développent ça eux-mêmes, quoi. C'est des trucs pertinents à mon sens. Ça revient justement à la gestion de la charge, le développement de la perception. Savoir que quand vous êtes fatigué, essayez de être, on va dire, si on enlève les outils, vous n'avez pas d'outils, admettons. Oui, mais des questionnaires, tu t'entraînes ta perception en gros. Puis même, oui, alors déjà, premièrement, oui, et puis juste le fait de se le questionner. sommeil, est-ce que le sommeil est différent de. Par exemple, il y a une semaine où tu es moins bon, tu vas moins vite, tu fais des moins grosses barres.
Ok, est-ce que sur le sommeil, il y a quelque chose qui change en ce moment? C'est-à-dire, est-ce que tu dors moins bien? Est-ce que tu as moins d'appétit? Toutes ces choses-là qui sont quand même des marqueurs, des signes. Il y a un chercheur qui est Stéphane Morin, et lui, en gros, il dit, dans la quantification de la charge et dans l'adaptation du coup à ça, c'est que du subjectif. Il faut prendre en compte que le subjectif. Donc les questionnaires, les RPE, etc. par rapport à un truc objectif comme le VBT ou le N-Grip, etc. etc. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, l'effet nocebo ou par... Ouais, et il y a d'autres trucs aussi que ça prend des facteurs externes à l'entraînement aussi. Ouais, par en exemple. gros, tu t'as mal dormi, bah, est-ce que c'est ton entraînement ou c'est parce que ta femme, J'avais été sûr. Je le sentais venir. elle t'a emmerdé la veille, tu vois. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Non, Non, mais c'est vrai, oui, bien sûr. Ou alors, est-ce que parce que ton gamin, il a pleuré toute la nuit? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est ton entraînement ou c'est ça? Ouais. En fait, du coup, la subjectivité dans les questionnaires, ça permet de prendre en compte tous les facteurs externes à l'entraînement. Tout à fait. Ok. Et bon, juste pour clôturer le sujet. Donc là, il a plusieurs outils, Ouais. on va dire. Et comment. On peut classer en deux, subjectif mais- et objectif. Non, mais comment résumer ça en 3 ou 4 points et lui dire voilà comment tu peux évaluer ta fatigue et adapter ton entraînement surtout en fonction. Catégorie, on a les outils subjectifs, questionnaire, Ouais. RPE. Il y avait quoi d'autre aussi dans le subjectif, Jules? Questionnaire RPE. Ouais. Après, Déjà. le questionnaire, tu peux mettre 20 questions. Il y a Oui. plein de questionnaires sur Internet, je me rappelle plus les noms. Tu Mais le plus connu, c'est le wellness. Donc, c'est est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que je suis courbaturé, est-ce que je suis stressé. Et la cinquième, c'est. Je me rappelle plus la cinquième. Ouais. Bon, il y en a 5. Mais en gros, vous trouvez sur Internet, c'est sur une échelle de 1 à 5. On additionne les 5 scores. Ça nous donne un score. Plus c'est bas, plus c'est nul. Plus c'est haut, plus c'est bien. Voilà. Ça peut être déjà un bon départ. Et pas le faire tous les jours. Faut le faire combien de fois? Tous les jours, c'est trop contraignant. Il y en a, ça leur met une charge mentale. Bon, même si c'est 3-5 questions le matin, il y en a, ça leur met une charge mentale. Mais en gros, 2 fois dans la semaine, c'est pas mal. Et même 1 fois par semaine, si on le fait sur des années. Ok. Ensuite, les outils objectifs. Donc, HRV, le grip, le VBT. Et puis, c'est déjà pas mal. Et tout ce qui est Whoop et Apple Et Watch et Whoop, tout aussi. ouais, Whoop. Même si. Ah oui, et on oublie aussi les trucs que je t'avais parlé, les tests. En gros, tu fais des tests dans les séances. Oui, T'as des séances type. 5 minutes à vitesse critique et tu vois ton rythme cardiaque. Voilà, c'est ça. Genre que si t'es en forme, ben, tu vas être bas, et si t'es pas en Ouais, forme, ouais. tu vas monter. Ça, c'est des tests à mettre en place. Ou alors, au VBT, je me mets une barre à 120 et je vois 120 comment ça bouge, tu vois. Mais des trucs très accessibles. Une ceinture cardiaque, ça coûte 70 balles. Le VBT, ça peut plus cher. Oui, mais une ceinture cardiaque, ça coûte 70 balles. Après, c'est pas les mêmes modalités, mais en Ouais, gros, c'est- pour l'endurance, ça coûte 70 €. En gros, un package de 400 €, tu peux faire un truc, tu vois. Ouais. Et si t'es pas fan de ça, tu fais que du subjectif, des questionnaires. Mais en gros, tu prends ta montre ou ta ceinture cardiaque, tu te dis, ok, je fais 5 minutes à tant de watts tous les jours, tous les 2 fois par semaine, et je vois comment ça évolue. Ouais. Et puis pour les watts, ben, si vous avez vitesse critique, si vous avez FTP. Et, Ouais, voilà, et sinon, faites un test FTP ou vitesse critique. C'est déjà pas mal. C'est clair. Et est-ce que, dernier point en 2 minutes, mais le Whoop, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique? Moi, je ou, trouve que c'est très trop pertinent, le contraignant. Whoop. Parce qu'en Ouais. ouais. Moi, je sais pas. Je suis mitigé. Parce qu'en gros, les données Polar, par exemple, qui te donnent le HRV, c'est sur les 4 premières heures de la nuit. Et le Whoop, c'est sur toute la nuit. Donc déjà, en gros, il y a les données d'analyse, elles sont pas pareilles. Donc le Whoop, elles sont un peu mieux, tu vois, c'est plus poussé. Après, ça donne une charge de la journée et une charge d'entraînement. Donc tu peux savoir si tu as une journée active et de la charge d'entraînement dans ta journée, tu vois. Ouais, mais il y a des trous. Dans le sens où sur le Daily Strain, ils prennent en compte la fréquence cardiaque, donc les pics de fréquence cardiaque, jusqu'où elle est montée, combien de temps, tout ça, pour calculer le Daily Non, Strain, les pas. c'est que dans du zoning. En Ouais, mais gros, c'est par rapport à la fréquence cardiaque. Oui, Par exemple, c'est que le zoning de la fréquence si t'as cardiaque. fait 3 heures de zone 2, ils vont te mettre un Daily Strain très haut, alors que si t'as fait une RM squat, ils vont te mettre un Daily Strain très bas, alors que là, une RM squat, c'est fatigant, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est vrai. il y a Non, mais on va après- dire cette dimension-là qui est pas... ça rentre dans l'algorithme. Hein. Après, ça rentre dans le- Quand tu mets force, ils savent très bien, tu vois. Et après, en plus, quand tu fais de la force,
ta fréquence cardiaque, quand même, elle réagit pas pareil sur des heures après. Oui, voilà, c'est sur les heures après. Surtout. Un truc aussi, c'est que pour l'avoir utilisé quelques mois, en gros, quand tu fais un effort, à la fin, tu as aussi un questionnaire intégré qui te demande ta perception de l'effort perso, et ça permet justement de contrebalancer cet effet-là. Pour eux, 3 heures de zone 2, vu que tu as brûlé énormément de calories et que tu es resté actif longtemps, ça va être très contraignant, mais tu as un truc une scale de 1 à 10, et du coup, tu peux mettre 3 heures de zone 2, 1, tu vois. Et effort max, RM squat, 3 minutes, enfin 3 minutes moins, mais voilà. Tu peux mettre effort max à 10, RPE 10, et du coup, ça montre aussi à l'algorithme que là, tu as fait un effort maximal. Et c'est pas parce que t'es resté que 30 secondes avec le cœur haut que... Enfin voilà quoi. Oui. Et après, je suis d'accord avec ce que tu disais dans le sens où ça va renforcer des gens dans des dialogues internes négatifs ou dans les pousser à l'inaction. Oui. Ça dépend du profil psychologique. Ouais. Alors moi, je sais qu'il y a certains athlètes, s'ils me demandent de prendre le hoop, je veux leur dire non. Moi, par exemple, là, je suis en train de travailler avec mes profs de la fac sur la validation du groupe 4. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire validation de l'outil en gros. Ils l'ont envoyé en pleine fac pour voir. Okay. C'est intéressant ça. Ouais. Bah vas-y. Ouais, balance là. Bah non, le mec qui travaille top pour secret. Non, on travaille pas pour on travaille pour la fac. Valider, mais du coup, quels sont les critères ? Qu'est-ce que vous validez ? La critère, c'est validation, c'est corrélation entre le HRV de la Polar H10 qui a été validé scientifiquement dans les papiers et corrélation avec la donnée de HRV donnée sur la nuit du groupe. C'est compliqué parce que le groupe c'est au poignet et le HRV c'est au... Enfin, c'est moins précis quoi. La Polar c'est au poignet aussi. Ouais, mais du coup c'est de la corrélation. Non, mais la Polar H10 c'est la ceinture. Mais c'est de la corrélation. Ouais, mais du coup c'est ce que je dis. Est-ce que tu penses... Enfin, on verra, mais tu penses que c'est possible d'être aussi précis au poignet ? Je suis pas sûr. Je pense que au poignet ça se développe pas mal et que moi maintenant celle-ci elle est vachement elle est toute... enfin elle a 3 mois, elle est ultra précise par rapport à celle qu'on avait au début la Garmin qu'on avait acheté il y a 4 ans. On en avait acheté une chacun et en gros elle était pas du tout précise. Des fois t'étais en PLS, elle te disait t'étais à 70 de BPM. Ouais, il la recherche plus loin. Maintenant avec les Apple Watch dernière génération tu peux voir ton taux de glucose dans le sang. Ah ouais ? Ouais, pour les diabétiques, c'est ouf. Mais sans piquer. Sans piquer. Enfin, c'est dingue comme avancé. Ouais. Et du coup, je pense que maintenant, ils arrivent très bien à capter la fréquence cardiaque. Et une des critiques du Whoop aussi au début, c'était que c'était pas du tout précis au niveau de la fréquence. Et il y avait plein de gars qui avaient fait des comparatifs de Polar, Apple Watch et Whoop. Et le Whoop était systématiquement en dessous. En tout cas, pour répondre à ta question sur les séances, c'est corrélé quand même. Ok. Voilà. Genre en gros, si t'as tant de minutes en zone 5 sur ta Polar, ben c'est pareil sur le 4. Ouais. Ok, cool. Et après on va faire des corrélations entre la charge d'entraînement sur la journée, charge d'entraînement sur la séance, avec les charges d'entraînement avec d'autres méthodes de calcul, etc. C'est plutôt intéressant. Ok, super. Comment gérer une taper week ? On change totalement. Allez, je commence. Surcharge, décharge. Allez, on passe à la suite. Non, alors, déjà, expliquer ce qu'est une taper week, ça veut dire affûtage en anglais pour les non-anglophones. Donc, c'est à la veille des compétitions. Donc, en gros, c'est avant une compétition, une semaine ou 10 jours avant, ça dépend. Certains font 2 semaines, ça dépend. Donc, ça va de 2 semaines à 1 semaine avant. Tu vas donc réduire la charge d'entraînement pour faire monter ton fitness. Donc, en gros, tu as la fatigue créée par l'entraînement et la semaine d'affûtage ou les 2 semaines d'affûtage l'objectif ça va être de augmenter ton fitness pour qu'il soit plus haut qu'avant et que tu arrives frais à la compétition et psychologiquement et physiquement et que tu sois performant. Du coup, pour baisser la charge d'entraînement, les études elles montrent que ce qui marche le mieux sur des périodes d'affûtage, c'est garder la même fréquence, parce que le fait de si par exemple tu t'entraînes 2 fois par jour et que tu passes à 1 fois, ça peut on va dire déséquilibrer tes cycles hormonaux, tes habitudes, etc. Et tu peux te sentir des fois plus fatigué. Donc si tu t'entraînes 2 fois sur une séance d'affûtage, garde 2 séances. Donc même fréquence, intensité haute, par contre volume bas. Donc moi le marqueur que je donne pour des périodes d'affûtage pour des athlètes de CrossFit, il faut que la séance elle dure 45 minutes, pas plus. Si la personne a l'habitude de s'entraîner 2 heures. Westside Barbell. Voilà. Et normalement, dans une bonne semaine d'affûtage ou une bonne période d'affûtage, tu vois l'athlète à son comportement, tu vois il doit finir sa séance avec une envie d'un peu plus, mais pas faire plus, tu vois, pour récupérer et
tout simplement régénérer, quoi, se régénérer. Donc du coup on a dit fréquence la même, intensité haute. Et comment tu différencies Et volume bas. Ouais. Et Donc, intensité, ça veut dire que tu vas mettre des charges très lourdes, des mètres quand même très intenses, mais par exemple, tu vas Très pas court. mettre les 3 rounds de friendly Bonne frame, question, tu vas en ouais. mettre un. Alors le but, il y a un aspect psychologique à l'affûtage, il faut que l'athlète prenne confiance en lui. Donc tu vas faire en sorte que la fatigue soit pas très élevée. Donc par exemple, si tu mets, admettons, il y a un WOD de compète qui sort, on va prendre l'exemple de l'année dernière, les French, il y avait le WOD Fat Bar qui était sorti, je l'ai mis à Matisse, sauf que je mettais des repos longs entre les rounds, je mettais moins de reps ou un peu plus lourd, et de manière à ce qu'il bouge et qu'il se sente en confiance, qu'il soit pas proche de l'échec pour qu'il se sente frais et qu'il se régénère et aussi en termes d'intensité tu vas mettre sur les charges légers, donc pas plus de 70%. Par contre, quand il y a du rameur ou quand il y a des trucs comme ça va être des temps courts et des sprints pour vraiment activer le système orthosympathique et vraiment qu'il soit dans un mood affûté, quoi. Ok. Pour moi aussi, il faut que avant cette période d'affûtage, donc déjà pour moi, elle doit durer 2 semaines. Ok. 2 semaines, comme a dit Ruben, c'est-à-dire Ouais. intensité élevée, volume Ça, bas. c'est la littérature qui le dit. Donc, ils ont comparé 1, 2, 3 semaines. Donc, le meilleur résultat, c'est à 2 semaines. Et pour quel 3 sport semaines. Tout le endurance et force. Et après, en gros, ils ont mesuré aussi au niveau physiologique. Donc, au niveau au bout de 2 semaines, tu as beaucoup plus de volume, tu as une augmentation beaucoup plus importante du volume de plasma sanguin, tu as une augmentation beaucoup plus importante de l'activité enzymatique au niveau mitochondrial, tu as une activation beaucoup plus importante de la synthèse d'hémoglobine, on va dire, de la création d'hémoglobine, donc potentiellement plus d'oxygène à livrer aux muscles, etc., etc. Après, c'est des marqueurs, par exemple, tu vas avoir une augmentation de 15%, mais ça va être pris sur un deltoïde. Ça, c'était sur une étude faite en natation. C'est pris sur un deltoïde, tu as une augmentation de 20%, mais en termes de perf pure, tu as une augmentation d'1%. Mais 1% quand tu es à très haut niveau, qu'est-ce que c'est, tu vois ? C'est énorme. Mais est-ce que pour un crossfitter qui... Non, mais c'est toujours un mec qui s'entraîne 5 fois semaine, qui va faire les affiliates en team, qui vont jouer milieu de tableau, tu vois. Est-ce que c'est pertinent de faire ça, tu vois ? Pour l'aspect mental peut-être, pour l'aspect performance, est-ce que c'est réellement pertinent ? Je suis pas sûr, tu vois, que de se prendre la tête à ce point-là pour programmer ce type de personne. Ouais. Un mec qui va faire les semi-finals, on y revient. On y revient, oui, ça peut être pertinent, parce que là en plus ça peut jouer à 1% la qualif, tu vois. Là ça peut être pertinent pour un mec qui fait milieu de tableau, un team homme-femme aux affiliates. Bon. Et surtout, tu disais l'aspect psychologique aussi. Je pense que les crossfitters en général ont pas une obsession, mais une tendance à vouloir faire du volume. C'est pas que les crossfitters, c'est... Vouloir être en PLS, oui. Ouais, ils ont besoin. En vrai, c'est dans tous les sports. Hein. Quand moi je faisais de l'aviron, on aimait bien se taper dedans. Quand je faisais du rugby, on aimait bien se taper dedans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as une compète le week-end, t'as beaucoup de gens, je pense, qui verraient mal de pas s'entraîner la semaine. En fait, ils ont envie de retoucher tous les mouvements, d'avoir souvent les compètes. Je vois pas trop ça, moi. De mon point de vue, c'est faut que je m'entraîne, faut que je me relâche et tout. Ce week-end, j'ai compète. Oui, je vois beaucoup ça. Mais ils ont quand même envie d'aller à la salle. Et ils ont quand même envie de faire des trucs. Et il y a quand même ce besoin. Parce que là, tu dis par exemple une taper de 2 semaines. Genre, je pense qu'un crossfitter, si tu lui dis l'échéance, elle est le. Une taper de 2 semaines, tu t'entraînes. Oui. Si tu fais 12 séances dans la semaine, tu fais quand même tes 12 séances. Oui, c'est clair. Elles sont adaptées à la période. Mais... Sauf que dans les séances, au lieu d'être à l'échec, donc au lieu d'être dans une logique de développement où tu vas aller titiller un peu l'échec pour augmenter les seuils, tu vas être là plutôt dans une logique de le mec faut qu'il se sente en confiance, donc tu vas faire les séances de manière à ce qu'il se sente rapide, à ce qu'il se sente fort, à ce qu'il se sente... Il va être un peu loin de la difficulté, entre guillemets. Ok. Donc du coup, moi je pose la question en retour, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Toujours, c'est une question de choix, c'est une question de plein de choses. Ça dépend du contexte. Donc juste pour la compréhension globale, en gros, si la compète est le week-end, disons de la 2e semaine de juillet, en fait, toi, la taper, tu la ferais sur la 2e semaine de juillet avec la compète qui est le week-end, et toi, tu la ferais sur les 2 premières semaines de juillet, c'est ça ? Ouais. Vu que les compètes de CrossFit sont généralement le week-end. C'est ça en gros. Ça m'est déjà arrivé de faire des tapers de 2 semaines, ça dépend. Oui. Non, mais en gros, la taper, elle commence la semaine de la compétition, du coup. C'est ça. Après, oui. Non. En général, le mieux, c'est 2 week-ends avant le... Moi, ce que je fais, 2 week-ends avant la compète,
tu le fracasses, mais vraiment tu le fracasses. Genre Moi, je trouve 2 jours, c'est pas assez. Comment ça? Pour une vraie surcharge, tu vois, tu le fracasses toute la semaine. Ouais, tu le fracasses toute la semaine, mais je veux dire, oui, c'est vrai. Non, Enfin, tu le fracasses. Ouais. Bah, tu te rappelles quand on faisait les quarter simulations avec les espèces de watts qui duraient 30 minutes, qu'on se faisait démonter avec des charges lourdes et tout. Bah là, tu vois, T'avais une semaine incroyable où tu finissais en PLS. Mais là, c'est là où l'aspect psychologique entre en jeu. Il était pas bien là, tu vois. Non, mais c'est là où l'aspect psychologique entre en jeu, c'est que par exemple, moi, c'était mes premières ou deuxième quarts de finale, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un truc, genre tu peux fracasser un mec qui a énormément d'expérience dans le sport et qui sait que c'est passager, machin. Mais des gens, des sujets plutôt débutants et tout, si tu les fracasses trop, au contraire, ils vont perdre confiance en eux. Ça revient à ce qu'il disait Jules. Ça dépend de la personne. Tu fais pas d'affûtage pour un sujet débutant. Ouais. Mais non, même débutant ou pas débutant, si tu mets des volumes trop énormes et que le gars il arrive plus à avancer, tu vois, il est obligé de breaker 10 fois une série de gym ou des trucs comme ça peut faire perdre confiance. Donc c'est toujours à remettre en... C'est là qu'est l'art de la programmation. Tu le fracasses, mais dans le sens où tu fais une grosse semaine d'entraînement. C'est à prendre avec des pincettes. Voilà, exactement. Tu fais une grosse semaine d'entraînement, une semaine costaud, un week-end costaud, genre en mode simulation à la complète, tu lui mets des WOD, des testeurs et tout. Ouais. Et là, après, il prend son rest day le dimanche, et là, tu commences l'affûtage, donc les 2 semaines qui suivent jusqu'à la compète, et là, il est censé monter en puissance au fur et à mesure. Ok. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste une question. Quelles sont les possibilités pour devenir coach de CF aujourd'hui ? Il n'y en avait pas plus ? Non, j'en ai que 5 là. Oh, mais il y en avait plus. Ah ouais ? Il y avait un truc une question de... Bon, quelles sont les possibilités pour devenir coach aujourd'hui ? Donc on a eu une question aussi sur le CQP. Donc il y a le CQP. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Je me trompe pas. J'ai du mal avec ça. BPGEPS. Ouais. Tu peux faire un Dust Staps, un DUG. DESGEPS. Ouais. Il y a plein de trucs. Je sais même pas ce que ça veut dire. En France, on aime trop les acronymes compliqués, genre. C'est ouf. En gros, tous les diplômes qui sont liés au sport. Hein. Et peuvent t'envoyer. Il faut que tu aies le droit de coacher avec des charges. Ouais, du coup, faire un brevet fédéraux en haltérophilie ou en force athlétique. Il faut. En fait, le minimum, c'est un BPGEPS, c'est ça, je me trompe pas ? Un CQP. Même un CQP. En supplément, tu fais un. Comment ça s'appelle ? CQP, c'est quoi l'acronyme ? Un brevet fédéral. Tu sais pas ? Non, pas du tout. Même BPGEPS. Alors, ça, c'est des trucs. Même BPGEPS, je sais pas. Hein, Même mon master, je sais même pas ce que c'est les acronymes. Menteur. Quel menteur. Non, mais après, ça, c'est pour le. J'avoue que même là, tu regardes, ça y est même pas. Non, mais là, c'est pour les trucs officiels. Mais je pense que la question posée, c'est dans le sens plutôt en termes de formation, de compétences. Certificat de qualification professionnelle. Okay. Ouais, en fait, c'est. Ok. Et après, je pense qu'il y a la question derrière aussi. Est-ce qu'il faut faire plus confiance à un mec qui a une licence, un master, une BPGEPS ou un CQP ? Je pense qu'avant de voir ça, il faut quand même connaître la personne, parce que tu as des mecs en licence qui sont très pertinents, des mecs en master qui sont très pertinents, des mecs en master qui sont très nuls, des mecs en licence qui sont très nuls, et des mecs en BPGEPS qui sont très bons aussi, tu vois. Ouais. Par exemple, Sean, il a aucun diplôme universitaire de Upside Strength. Il a aucun diplôme, etc., universitaire et tout. Ce qu'il disait avec toi quand tu as fait le podcast avec toi, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Et il a aucun diplôme, mais il est quand même, il a des bonnes connaissances. Et je pense qu'en coaching, on l'a jamais vu coacher, mais je pense que c'est un bon coach. Je pense que c'est un coach, tu vois, quand tu l'entends parler, en tout cas, il sait de quoi il parle. Tu vois. Déjà, pour être formateur et avoir des formations, je pense, qui marchent très très bien, ça prouve en fait juste par le terrain et l'expérience qu'il est légitime dans ce qu'il dit. Après aussi, il y a l'aspect, là, je prends des risques, il y a l'aspect physique aussi. Aspect physique. Ouais. Quoi, s'il est moche, tu prends pas? Non, s'il fait 140 kilos, qu'il est gras comme une top, non. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, le mec, ça veut dire qu'il a jamais fait un footing de sa vie, tu vois. Oui. C'est tout con, mais bon. Ouais. J'aurais un procès au cul là. Non, mais après, oui. Mais après, j'ai rarement croisé des coachs en obésité morbide. Mais... Non, mais après, il y a toujours c'est une caricature. Je sais, je m'excuse. Je sais. T'aimes bien caricaturer. Il y a toujours le truc, c'est qu'en tant qu'être humain, on arrive toujours à reconnaître plus l'expérience de la personne à travers son physique et tout ça,
que sa légitimité, par exemple, si elle a fait des super résultats, des grosses compètes et tout, que l'écouter parler. Enfin, par exemple, pour reprendre l'exemple de Baptiste, un gars qui a fait 30 ring muscle up unbroken, il a plus de légitimité à coacher les ring muscle up pour un débutant, dans les yeux d'un débutant, qu'un gars qui a amené, enfin, je sais pas, qui a déjà coaché 50 personnes et qui leur a fait passer un premier ring. Oui. Ils vont plus écouter cette personne-là, même si c'est pas forcément vrai. Et c'est pas forcément un bon coach et pas un bon athlète et inversement. Ouais, j'avoue, Baptiste. Mais malheureusement, c'est encore le monde dans lequel on fonctionne. Donc, enfin, si tu fais pas tes preuves par le terrain, il faut les faire par le physique en fait. C'est ça, mais du coup, le diplôme, c'est un papier. Ouais, Et voilà. Moi, je pense différemment. Tu vois. Moi, je pense que ça a une valeur ajoutée, mais il faut savoir. Tu peux une licence, il y en a, ils l'ont eu sans travail, tu vois. Oui. Oui, après, C'est toujours la même chose. Tu peux avoir un papier, mais si tu l'as eu en étant râlé pâquerette, putain, belle expression. Oui, mais il y a des PPGEPS qui l'ont eu aussi. Oui, mais un mec, Tomaka, fait son PPGEPS, c'est très pertinent comme mec. Tu vois, l'haltéro, il connaît. Oui. Et que ce mec me coach en haltéro, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Mais moi, je pense d'une manière générale que si on. Alors, ça revient à la question, quand on parlait des réseaux sociaux, si on veut faire avancer la profession de coach, il faut qu'on ait des gens légitimes et du coup, il faut qu'ils soient formés. Moi, je pense que 10 mois de formation, c'est un peu court. Enfin, en tout cas, moi, alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres STAPS de France, mais nous, à Montpellier, c'est pas forcément le savoir sémantique le plus intéressant, c'est la méthode, en fait. Nous, à Montpellier, on nous a appris à chercher, donc à utiliser PubMed, à aller voir les études, etc. Et surtout, on avait des cours où, Jules l'a eu aussi, le prof, il nous donnait un sport insolite, et on devait faire une analyse biomécanique, une analyse physiologique. Ouais. Moi, on m'avait montré une vidéo de bûcheronnage sportif, et on m'avait dit, allez, vas-y, fais des séances pour ce mec, une séance intégrée, une séance dissociée, une séance en salle, une séance souterrain et tout, et tu devais analyser biomécaniquement, donner les muscles en action, les filières physiologiques et tout. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était la démarche intellectuelle de recherche, etc. Et ça, nous, on l'a appris, et ça t'équipe pour toute ta carrière. Juste apprendre bêtement, bachoter bêtement et après recracher sur des QCM, tu le dis, il y a des mecs qui ont fait licence et qui sont nuls parce qu'ils ont bachoté, mais moi je pense que pour la profession, pour que le métier de coach soit légitime dans la société, il faut quand même des formations, je pense, un peu, il faudrait qu'on avance un peu, enfin, je pense qu'il faudrait que ce soit mieux que ce que c'est maintenant. Que les mecs, au bout d'un moment, on se bouge nous aussi personnellement, qu'on ait des bonnes connaissances en bioméca, des bonnes connaissances en anat, des bonnes connaissances en physio, parce qu'en vrai, les kinés, tu vois, ils ont les mêmes droits que moi, qui a fait 5 ans d'études. Et eux, dans le sport, ils ont les mêmes droits que moi. Oui. Tu vois. Toi, t'as pas les mêmes droits que non, bah moi, j'ai pas le droit. T'es pas remboursé. Ouais, mais je suis pas remboursé, machin. Et en fait, le truc, c'est que si nous, au bout d'un moment, on veut arrêter de se faire bouffer comme les professions par des kinés, il va falloir qu'on déclare la guerre ce soir, hein. Mais non, mais kiné, non, mais qu'on s'élève tous ensemble. Oui, bien sûr. Mais non, mais un kiné. Mais ça passe par la formation. Oui, non, mais ça passe aussi. Moi, je voulais un peu rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a une tendance aussi à la surformation des mecs qui adorent mettre plein d'acronymes dans leur truc. Oui, j'ai fait tel truc de Sean, j'ai fait tel truc de machin. Je suis parti en séminaire là. À un moment donné, si tu montres pas ce que tu fais, si t'as pas de clients, si t'as pas de... Non, mais ça, faut le faire pour toi, les formations. Oui, il faut le faire pour toi. Faut pas le faire pour montrer, oui. Non, mais en fait, il y a des gens qui pensent que avoir 10 formations, ça va leur rapporter 10 fois plus de clients qu'une formation. Je pense qu'il y en a qui réfléchissent comme ça. Et dans le monde du CrossFit, ça se voit parce que, par exemple, tu vas avoir des honneurs de boxe ou des coachs, ils vont mettre en avant leurs 10 000 diplômes. Par contre, ils vont pas mettre en avant, tiens, lui, je lui ai fait perdre 10 kilos en 3 mois, tu vois. Oui, mais en fait, c'est toujours la même chose. Faut que ça nous serve à nous et pour nous faire progresser en tant que coach. Ça se suffit pas en tant que tel, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent ça comme. En fait, il y a aussi, pour en revenir à ce qu'on disait au début, il y a le côté business à développer. Et il y en a plein qui le développent pas et qui confondent ce développement du business avec de la surformation ou de la surconsommation de format, fin de formation à rallonge et tout ça. Et qui sont sans arrêt dans un process de là je vais aller me former sur tel truc spécifique. Moi je veux dire, chope 20 clients, monte ton expertise à travers 20 clients ou 20 athlètes et déjà là t'auras des munitions. Fais les formations pour solutionner les problèmes que tu as vus avec tes clients, que tu as eu du mal à solutionner, des problématiques que tu as envie de creuser et tout. Là c'est intéressant. Ouais. Pour répondre à je déclare pas du coup toute la guerre au kiné, mais moi il faut comprendre que c'est ma place. Le mec, il a les mêmes droits qu'un mec qui a fait 5 ans d'études spécialisées là-dedans, tu vois.
Oui, tout à fait. Est-ce que moi je vais me permettre d'aller voir un mec qui a fait une école de commerce pendant 5 ans ou un doctorat en économie et lui apprendre l'économie? Non, tu vois. Ou alors me dire que j'ai les mêmes compétences que lui. Non, Oui. je me permettrai pas, tu vois. Mais oui. Il y a une question de Je vais respect à rebondir, avoir, juste tu vois. sur un truc sur la Et méthode. ça veut pas dire que je suis plus fort qu'eux, hein. Attention, ça veut pas dire ça que ce que je dis. Hein. Autant il y en a. Oui, que c'est sûr que c'est injuste. Il y a une injustice. Après, je me plains pas parce que je travaille bien, machin. Mais en gros, il y en a, ils peuvent être beaucoup plus forts que moi, mais il y en a, ils sont beaucoup plus nuls. Et ça fait quand même chier, tu vois. Mais est-ce que tu penses que 10 mois suffisent pour connaître l'anatomie et la physiologie? Non. Bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être. Bah non, mais pour coacher l'anatomie, sur en le fait, terrain- t'en apprends tous les jours. Oui. Nous, on revoit tous les ans notre anat, tu vois. Ouais, bon, c'est Et vrai. t'en rapprends à chaque fois. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai. Ah ouais, j'avais oublié. Ah ouais, bah j'avais pas lu ça avant. Tu vois, il y a des trucs que tu dis. En fait, Mais- tu redécouvres à chaque fois. Donc, Mais- c'est des. Ce qui compte, c'est la méthode. Toi, par exemple, quand t'as fait Sciences Po, t'as appris des méthodes de travail, je pense, Ouais. qui Ouais, t'ont ouais. servi après pour d'autres trucs. Ah bah oui, oui. C'était ça le plus important en fait. Voilà. Donc, Plus que même les connaissances en tant que telles, qu'aujourd'hui tu peux retrouver un peu n'importe où. voilà, comme on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, des sources de connaissances, t'en as 1000, t'as Ouais. surinformation Ouais, maintenant. ouais. Non, mais bah, en fait, c'est le dicton de donne une canne à pêche et donne un poisson. Ouais, quoi. ouais. C'est mieux de donner la canne à pêche au coach que juste le poisson. Ouais, c'est ça. Putain, ça, c'est beau. Ça. Ah, t'as vu un peu? J'aurais- Mais surtout s'intéresser quand même. C'est un sport, un métier passion. Donc si t'as pas la passion du Ah, truc, c'est un mec qui passe. c'est Et pas. Enfin. Mais ça, c'est pour les owners et les coachs. Ne pas oublier le côté business et pas tomber dans la. Bon, c'est une phrase un peu dure, mais la masturbation intellectuelle, de dire j'ai fait telle formation, j'ai suivi tel séminaire, j'ai suivi tel mec, je suis allé faire tel truc. En vrai, ça sert à rien si tu le prouves pas sur le terrain. Et ça se voit. En fait, plus tu accumules de preuves de ton expertise, plus tu as de chances d'en choper des nouveaux. Parce qu'il n'y a que ça qui convertit en fait un client. Et surtout, tu peux faire toutes les formations du monde. Si tu n'as pas de clients sur qui les appliquer, au final, ça sert à rien. C'est Tu vrai. t'auras fait C'est tout vrai. ça pour rien. Et voilà. Question de Quentin. À quel point peut-on pousser le skill? Donc ça, c'est intéressant pour la prog affiliate. À quel point peut-on pousser le skill dans des groupes classes santé? moi, pour moi, on peut faire des ring muscle up. Hein. Mais alors, c'est dans ce sens-là la question? Est-ce que. à Non, quel mais point- est-ce qu'on peut faire un skill ring muscle up? Même s'il y a des personnes qui font. Oui. Qui font pas de ring muscle up? Qui font pas de ring muscle up et qui même ne font pas de traction. Donc ma réponse est oui, tu vois. Oui. Pourquoi? Car dans l'objectif qu'ils les apprennent, s'ils ne passent pas de temps, Bah ne oui. serait-ce à se renforcer, etc. Je pense il veut dire surtout, est-ce que si on a un public qui est vraiment santé, est-ce que c'est vraiment important de pousser le skill, ou est-ce qu'on peut le sauter complètement et juste faire ce qui fait transpirer les gens? En tout cas, tu peux aller aux démarches pour faire le skill. Donc, par exemple, ring muscle up, te renforcer beaucoup en strict. Tu vois, te renforcer au niveau de ton gainage, tes forces de position, etc. Tu vois. Dans un premier temps. Et après, si le mec il commence à accrocher un peu, tu vois que ton groupe il commence à avoir une petite émulation, parce qu'il y a toujours un petit peu. Au début, c'est sport santé, au final, ça finit un petit peu sport. Il y a des mecs qui veulent faire un peu de compète, tu vois, et qui entraînent les autres, et puis après, ça s'envoie des messages, ouais, t'as fait quel score ce midi, le mec qui vient le Ouais, soir, putain, etc. Donc, au final, dans un premier temps, si pendant 2 ans, ta boxe, tu vas refaire beaucoup de strict. Déjà, c'est que bénéfique, tu vois, et même continuer à leur faire du strict. Enfin, un gain de force, quoi. Comme ce que tu avais fait avec Delphine. Ouais. Pourquoi travailler la force, voilà. Ça te permet de débloquer tes skills aussi par la suite. Ok. Voilà. Moi, je vais aborder la question d'une autre manière. C'est, selon toi, Théo, qui est pas coach, qu'est-ce qui fait rester un adhérent 3-4 ans dans une boxe? Ben moi, on a déjà discuté, on est du même avis là-dessus. C'est la progression, l'éducation, le passage au next level tout le temps. Ok. Et c'est ça qui différencie en fait ce qu'on fait Et même- dans les box. et même- Attends, ce qu'on fait dans les box que ce qui se passe dans un basic fit et dans des cours de spinning, des trucs comme ça. Et même au début, tu vas avoir une période où c'est uniquement physique. Donc ça va être perdre 10 bombes par exemple. Ouais. Et après, ça va être. Le mec, il va perdre ses 10 bombes, il va dire, oh, en gym, je me sens un peu plus léger et tout. Vas-y, je veux progresser sur ça et tout. C'est ça. Bah, t'as quelqu'un qui est sédentaire et qui, au bout de 2 mois de CrossFit, arrive à faire un handstand contre le mur et qui se dit putain, mais jamais de la vie, je pensais faire C'est ça qui est ça un génial. jour. Faire ça un jour dans ma vie. Cette personne-là, tu lui fais faire le handstand 2 mois après. 3 mois après, tu lui fais faire des wall walk.
Puis un jour, tu veux faire des HSPU, cette personne-là, elle va faire du crossfit des décennies en fait. Et surtout, elle va en parler absolument tout son Mais entourage, qui exactement. va apprendre qu'elle a fait du handstand walk. Et non, mais c'est ça qui est génial. Et ce que je recommande est justement de pas niveler par le bas les cours dans les salles de CrossFit. De pas niveler par le bas. Et de pas dire, en fait, la majorité. Parce qu'en gros, la majorité des gens, 80-90%, ils rentrent dans une salle de sport ou de CrossFit pour perdre du poids. Ça, c'est les données qu'on a aujourd'hui. J'ai encore lu une étude là-dessus. Aux États-Unis, en Europe, c'est autour de 85% des gens passent la porte uniquement pour perdre du poids. Donc, c'est sûr que quand tu vas leur parler de muscle-up, ils vont pas être intéressés. Ils veulent pas, ça fait peur. T'as les épaules comme ça, machin. Enfin, tu veux pas faire ça, tu vois, c'est dangereux. Toi, tu veux juste transpirer parce que c'est tout ce que tu connais au final. Mais il faut quand même initier ces gens-là et le process. Enfin, faut pas oublier ce que c'est le CrossFit. voilà, quoi. c'est ça. Tout ce qu'a créé Glassman, c'était pas une méthodologie pour perdre du poids. C'était la méthodologie pour devenir le plus complet possible. Ouais, pour sortir du sickness et pour aller vers le fitness. Voilà, c'est ça. Et ça passe aussi par l'apprentissage de nouveaux mouvements. Et moi, je suis totalement pour intégrer ces choses-là et pas dire on les skip parce que en fait la demande générale c'est de les passer quoi. Mais tu sais que même moi, quand j'ai commencé le CrossFit, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'avais commencé dans une salle de sport où il y avait un espace cross-training et je me faisais mes WOD un peu moi, tu vois. Et à l'époque, je faisais encore du MMA et je voulais faire que les trucs qui me démontaient, genre des thrusters, des burpees et tout. Et en fait, je suivais une page qui mettait des WOD et quand il y avait des ring muscle up et snatch, je skippais et je voulais faire juste me démonter, tu vois. Parce que c'était spécifique. Alors que j'étais sportif et que j'étais, tu vois. Mais parce que pas dans le truc encore. Parce que je savais pas faire les rings, squat snatch, je me disais ça sert à rien. Vas-y, je veux juste me démonter quoi. Mais parce que toi, ton objectif à l'époque, c'était d'être plus fort pour le MMA. Ouais. Et pas tellement de... Ouais, il y a 8 ans, il n'y avait pas le même contenu aussi pour apprendre un ring Voilà. muscle up. Ouais, voilà. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu disais, pas niveler par le bas, si on met en application et on prend les ring muscle up par exemple, donc tu vas avoir. Alors c'est pour ça que c'est important que les coachs aient une palette technique, on va dire. Ça revient à ce que tu disais, faire sans formation. Ça sert à quoi si t'as un groupe du mec qui sait passer les rings et du mec qui sait pas du tout faire une traction, si dans ces trucs là tu sais pas à chacun leur donner quelque chose, ça sert à rien. Bon bref, du coup, dans un groupe classe, t'as les ring muscle up, t'as le sujet qui passe pas les tractions strictes et le deep strict, et t'as le sujet qui arrive à faire des muscle up par 1, 2, 3. Mais il faut que tu sois capable de celui qui est dans la situation débutant. Déjà, si t'arrives à le faire tenir aux anneaux en ring support, même si c'est un orteil au sol ou avec un élastique. Ou tu le tiens aussi, tu vois. Ou tu lui tiens les anneaux. Donc tu peux lui donner cet exercice, les mettre par binôme. Ok, vous faites 3 séries de 20 secondes. Et après, vous faites 3 séries de 20 secondes, 3-4 séries de négative ring pull-up, où vous freinez, vous spottez. Ouais. Ensuite, l'intermédiaire, tu vas lui faire du skill strict ring muscle up, tu vas lui faire des strict muscle up spottés, tu lui montres comment spotter, tu leur apprends entre eux, tu les mets à deux, tu lui dis voilà, pour spotter un ring muscle up, c'est comme ça, quand ils sont en dehors des groupes classes, ils peuvent le faire. Donc ils peuvent se dire là, on va le travailler. Et le mec qui passe les rings, tu lui donnes un skill pour qu'il en passe, au lieu d'en passer 2, il en passe 3, tu vois. Ouais, mais ce qui se passe, je pense, c'est que beaucoup de coachs tombent dans la complaisance en fait et se disent juste. Ils se disent, je prends mes 20 balles par heure et je leur fais faire des AMRAP de 40 minutes. Et en gros, je vais au plus simple. En fait, je vais pas aller à l'encontre de ce que les gens veulent faire, je vais aller au plus simple. Moi, ça va me demander moins d'efforts pendant mon coaching, de pas apprendre les skills et de faire que du santé et des AMRAP 30 minutes. Et du coup, tu te retrouves avec une perte en fait de l'essence de ce qui est le CrossFit à la base. Et tu te retrouves à petit te rapprocher en fait des cours de fitness qu'il y avait avant. Donc en fait, on a fait la boucle et on revient au truc de départ. Mais après, il y a des box qui font quand même ça très bien. Oui, oui, c'est bien clair. sûr, heureusement, bien sûr. Mais c'est juste qu'on les. Enfin, tu sais, t'es toujours attiré par le négatif et tu penses qu'il y a que des box qui le font pas, mais si, il y en a bien sûr qui le font. Le truc qu'on fait, mouvement du mois, il y a beaucoup de box qui le font, beaucoup de prog et tout. Aussi. Mais par exemple. Tu peux développer le mouvement du mois. En gros, on prend un mouvement et pendant 4 semaines, on le bosse une fois par semaine. Ouais. Voilà. Dans la prog affiliate. Ouais, on fait une progression sur mais ça. c'est pas juste il est dans le metcode, c'est qu'il y a un skill. Et quelle est l'intention globale de ça ? C'est plutôt un mouvement. Ça peut être de la force, back squat, on a fait box jump, on a fait box toast jump, bar. Là, c'est quoi le nouveau ? En ce moment, c'est le snatch, non ? Si je dis pas de bêtises. Ouais, donc le snatch. En fait, l'objectif, c'est de se perfectionner sur ce mouvement-là. Et pour avoir un repère et se dire là pendant 4 semaines dans la prog on a bossé ça, maintenant je connais la meilleure technique au burpee box jump pour moi. Voilà, ou même sur le snatch plutôt que de faire parce que dans les groupes classes tu vas avoir du snatch. Alors ça dépend des box, il y a des box qui font des cycles,
Mais souvent, dans les groupes classes, tu vas avoir du snatch et ça va pas revenir 3 semaines après ou même des fois 5 semaines après. Là, tu sais que pendant un mois, tu vas faire une séance. Ok, donc tu as fait séance numéro 1. Ok, la semaine d'après, tu refais. La semaine dernière, j'ai réussi à faire ça. Je vais essayer de faire un peu plus. Et la semaine 3, tu refais encore. Et en fait, en 4 semaines, tu as progressé plus qu'en 3 mois sur ce mouvement-là. Ouais. Après, tu passes à un autre. Ce qui est en fait un peu ce que vous faites aussi en coaching indiv, c'est-à-dire que pendant un temps, la personne, elle va avoir beaucoup moins de tels mouvements, mais beaucoup plus de tels mouvements pour vraiment avoir une phase de progression, quitte à pas régresser sur un autre mouvement, mais par exemple, voilà. Par exemple, nous là dans la prog compete, on a beaucoup moins de bar muscle up, mais on a énormément de ring muscle up. Et j'imagine qu'après ça va switcher, et soit on va avoir les deux en même temps, soit on va avoir plus de barres. Ce qui permet aussi d'avoir des bons repères et de se dire pendant un temps j'ai bossé sur ça, donc ça va mieux. Question aussi, est-ce qu'il vaut mieux une ambiance chill pour s'entraîner ou une ambiance qui te pousse et une ambiance qui pousse beaucoup et qui te bouffe la tête? Bon, déjà, si t'as ajouté qui te bouffe la tête, ça veut dire que c'est peut-être mieux Ça le veut premier, dire que mais t'es pas dans le bon. Voilà. Ça veut dire que t'es pas dans le bon. c'est ça. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il faut un mix des deux. C'est-à-dire que tu sois allé t'ailles à l'entraînement, t'es content, c'est chill au début, et après quand tu commences à tirer des barres lourdes ou à t'enchaîner des ring muscle up, ou alors sur tes intervalles en PLS, qu'il y a quelqu'un qui vient de te mettre un coup de pied au cul, tu vois. Ouais. Ça, je pense que c'est intéressant, mais que t'arrives à l'entraînement, allez, aujourd'hui tu vas tout défoncer, t'es là, t'es pour tout arracher. Non, calme-toi, tu vois, viens, on boit un café, on discute. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, chill, et après, quand j'arrive sur des trucs sérieux, tu vois, là, je m'y mets, tu vois. Là, tu me mets une calotte et on y va, tu vois, mais... Par exemple, Paul, aujourd'hui, il arrive à la salle, il faisait ses snatchs. Entre ses séries, il faisait que me brancher. Après, entre ses séries de street press ou je sais plus quoi, il faisait que brancher Théo. Après, il est parti brancher quelqu'un d'autre. Et après, il est parti sur les intervalles de snatch, ring muscle up. Bon, là, il parlait plus à personne, tu vois, il était dans son truc. Bon, c'est un peu ça, quoi. Et c'est étonnant pourquoi il s'entraîne 3h30 par jour. C'est le problème. Non, mais oui, t'as raison. Ou alors, ça peut être par exemple lundi, mardi, mercredi. J'ai mes séries de squats, mes intervalles avec mes paces écrites, etc. Vendredi, Friday. J'arrive à la salle pour tous vous tuer. Non, mais c'est un peu ça, nous, au final. Hein. On est là, on s'entraîne le Friday. Bon, t'as fait combien? Vas-y, ok. C'est vrai. Et je pense que s'il y a une très mauvaise ambiance, il faut savoir s'en détacher et peut-être même virer vers de la solitude pendant un temps, tu vois. Non, et puis il n'y a pas de définition de mauvaise ambiance, surtout, je pense. Genre, il y a des gens. Tu la vis. Ouais, il y a des gens, ça leur convient très bien d'être dans un environnement très compétitif qui se pousse tout le temps, qui se chambre et tout machin. Il y a des gens. Mais ça c'est pas. En soi, si tu chambres au métro, t'as toujours que le même mec. C'est ton souffre-douleur, là, c'est mauvais, tu vois, c'est malsain. Mais si le mec, un coup c'est Ruben, un coup c'est Théo, un coup c'est Jules, un coup c'est Thomas. Qui passe, tu vois, c'est pas grave. Ouais, donc si ça te bouffe la tête, je pense que... Tu leur en parles si ça te bouffe la tête. mais faut... Non, t'apprends à séparer. Si t'as 5 séances dans la semaine, tu te dis j'en fais 1 ou 2 avec cette team-là et le reste seul. Ouais. Ah oui, parce que... Non, mais il faut que... si tous les jours t'as la boule au ventre pour l'entraînement parce que... le jour où t'as raté une séance, t'es super déçu parce qu'il y a cette espèce d'ambiance et que tu te fais t'as l'impression qu'on te regarde. Et que tu commences à y penser en dehors et que machin. Enfin, c'est de la psychologie. Après, il faut savoir recentrer son attention. Ouais, puis... Ça faudrait qu'on invite MPM qui nous en parle un peu mieux. Non, mais c'est ça. Hein. Genre l'intention partagée, l'attention sélective, machin. Là, il remet son attention, tu vois, sur la tâche qu'il doit réaliser. Et pas sur... S'il est sur l'attention, il est en plein mode oh putain, on me regarde pas, machin. Ou on me regarde. On m'en regarde, on m'encourage pas, on me juge, je vois les regards et tout. Bah là, c'est sûr que tu feras un truc de merde, tu vois. Ouais. Alors, et qu'à la fin, tu seras déçu de ton score parce que tu auras plus pensé à qui te regarder que. Oui, puis à un moment donné, quand t'as un AMRAP, quand t'as un haut, t'as des ring muscle up, t'as des snatch et tout machin, si tu commences à avoir ton attention qui s'égare trop, t'es plus concentré sur ta technique, t'es plus concentré sur ta respiration. Donc, il y a plein de trucs qui, au final, cette ambiance-là, elle te pousse pas du tout. Même si, généralement, on dit que s'entraîner avec des gens, c'est mieux et tout, mais en fait, pour ton cas perso, pas du tout. Donc voilà, mais de toute façon je pense que la personne qui a posé la question s'est un peu répondu toute seule dedans parce que ça te bouffe la tête, c'est que c'est pas bon. Il y en a une dernière je crois. Ouais, comment être plus cardio pour quelqu'un qui vient de la force athlétique?
On pourrait faire 2 heures dessus, mais... Ben, déjà, si la personne pose la question, c'est qu'il a essayé des choses et que ça n'a pas marché. Déjà, calcule le temps que tu passes à faire de la force et le temps que tu passes à faire du cardio. Et quand je parle de cardio, je parle pas de Metcon, je parle de développement physiologique. Donc de la zone 3, de la zone 2, des fois des intervalles en zone 5. Puis, alors déjà commence par aller sur un biker, faire un test de vitesse critique. Faire la même chose sur un rameur et un ski, tu compares où est-ce que t'es le moins bon, où est-ce que t'es le meilleur. Et puis ensuite tu t'orientes. Je pense que un sujet qui vient de la force athlétique, je dirais qu'il faudrait 3 séances. Une séance de zone 2, une séance de zone 3 et une séance de zone 2 et à la fin de la zone 5. C'est mon avis. Ok. Mais ouais, déjà, relâcher complètement la force. Non. Ah non. Non, continue. Juste... au lieu de passer, si t'as 2 heures d'entraînement et que tu passes 1h30 à faire la force parce que t'as fait ton single squat RPE 7 ou 70% ou 80%, derrière tes séries moins lourdes, après t'as fait ton deadlift, après t'as fait tes renfos, t'as passé 1h30, il te reste que 30 minutes pour faire ton cardio, bon ben va falloir peut-être enlever un exercice d'assistance, peut-être trouver un moyen de passer de 1h30 30 minutes à 1h, tu vois. C'est vrai. Voilà. Et bah, on a répondu à tout. On a répondu à tout. Je mettrais pas autant de zone 2, tu vois. Je mettrais plus des intermittents court, des trucs comme ça. Trucs purement PMA. Ah ouais. Ouais. Bah, ça dépend des tests qu'ils te donnent. Oui, mais moi, même la zone 2, tu vois, t'en mets 20 minutes avant chaque séance, tu vois. Il a fait son 1 heure et puis voilà. Dans la semaine, au début de son cycle. Tu préfères faire 5 fois 20 minutes qu'une fois 1 heure, toi? Bah, déjà, 5 fois 20 minutes, ça fait 100 minutes. Pardon, ouais. Tu préfères faire. 3 fois 20 minutes. 3 fois 20 minutes, pardon. Ouais, mais en fait, ça te sert de warm-up et tu vas, tu sais que t'as un aspect psychologique aussi. Ou alors, tout simplement, si tu te déplaces qu'en voiture, quand tu faisais de la force, tu t'achètes un vélo, tu te déplaces en vélo. Non, mais c'est un truc tout con. Oui, bien sûr. Mais il y a des trucs comme ça, au lieu de passer tes crossfitters, au lieu d'aller à la salle, tu prends ta voiture pour faire ta zone 2. Le jeudi, bah, toute ta vie, tu te déplaces en vélo, bah, tu l'as fait toute ta vie en fait. Enfin, tu l'as fait tout le temps. Dès que tu te déplaces. Alexis me disait qu'il vivait à 500 mètres de la fac et qu'il prenait sa voiture pour pas perdre son quad gains. Voilà. Ça, c'est une autre vision des choses. Bah maintenant, il marche, non? Ouais, il fait 10 000 pas maintenant. Ouais. Bah ça aide. Genre maintenant, il marche, ça y est. Tu sais, genre avant, il avait acheté un petit fauteuil. entre ses squats assis. On va t'optimiser au maximum. Genre, les seuls mouvements, c'est tes squats. Tu peux faire l'intro, conclure. Je pense qu'on a terminé. Ouais. Tu veux que je fasse quoi comme intro? On s'est pas mis d'accord sur ça. Je rigole. Bah non, mais le classique. Merci de nous avoir écoutés, déjà. Et à plus. Et puis, rendez-vous pour le prochain podcast, Théo. On en tourne vendredi, normalement, j'espère. Ouais. Quel vendredi? On en parle après. Voilà. Super, merci. Ouais, bah merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas sur à les réseaux visiter sociaux, notre Insta. Instagram, EMF Training, sur YouTube. Ouais, et sur notre site internet aussi, il y a pas mal d'infos. Et voilà. en fait, tout est regroupé, tout ce qu'on propose, toutes les progs et tout. Et puis, voilà tout. Et puis, n'hésitez pas à mettre la cloche. Ouais, aussi. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, ouais, c'est vrai aussi. Posez-nous des questions en commentaire. Bon, voilà. Merci à tous. Et puis, ciao tout le monde. Ciao.